Bien avant que les premières chronologies ne soient gravées dans la pierre, des scribes sumériens consignaient des récits qui semblaient déjà anciens à leur époque. Ces tablettes, fragmentées et silencieuses, parlent de dieux venus du ciel, de lignées rivales, de décisions irréversibles prises loin du regard des hommes. Entre les lignes, quelque chose affleure, un déséquilibre, une rupture lente, presque administrative, mais aux conséquences profondes. Ce qui ressemble à une mythologie pourrait être la mémoire déformée d'un conflit. Pas une bataille telle qu'on l'imagine, mais une lutte d'autorité, de ressources, de visions incompatibles. Les Anunnaki n'y apparaissent pas comme des figures unifiées, mais comme un ensemble divisé, contraint de négocier, d'imposer, parfois de céder. Et si ces textes ne racontaient pas une légende, mais la trace atténuée d'une guerre oubliée? Les premières tablettes sumériennes ne cherchent pas à expliquer le monde. Elles le consignent. Elles notent des faits, des décisions, des transmissions de pouvoir, comme on tiendrait un registre administratif. Cette sobriété est souvent négligée. Pourtant, elle change profondément la manière de lire ces textes. Ils ne ressemblent pas à des poèmes mythologiques destinés à émerveiller. Ils ressemblent à des archives. Dans ces archives, les Anunnaki apparaissent comme une catégorie d'êtres bien définis. Le terme lui-même signifie littéralement « ceux qui sont venus du ciel sur la terre ». Mais cette appellation n'est pas utilisée pour susciter l'admiration. Elle sert à distinguer un groupe précis, doté d'autorité, de responsabilité et d'un rôle clairement hiérarchisé. Dès les premières listes divines, un détail surprend. Les Anunnaki ne forment pas un ensemble homogène. Ils sont classés, répartis, parfois opposés. Les textes les plus anciens évoquent un temps où les décisions étaient prises collectivement dans des assemblées célestes. Le pouvoir n'était pas concentré entre les mains d'une seule entité. Il circulait, il se négociait. Cette structure implique nécessairement des tensions. Là où il y a hiérarchie, il y a désaccord. Là où il y a autorité partagée, il y a conflit latent. Les scribes n'insistent pas sur ces tensions, mais ils les laissent transparaître par des omissions, des changements soudains de ton, des ruptures dans la continuité des récits. L'un des éléments les plus troublants est la manière dont les Anunnaki parlent d'eux-mêmes à travers les tablettes. Ils ne se décrivent pas comme éternels ou immuables. Ils naissent, héritent, gouvernent, puis disparaissent des textes. Certains perdent leur statut, d'autres voient leur nom modifié ou fusionné avec celui d'une autre entité. Cette instabilité suggère un système politique en évolution, soumis à des crises internes. Très tôt, une ligne de fracture apparaît entre deux visions du pouvoir. D'un côté, une autorité centralisée, attachée à l'ordre, à la hiérarchie stricte et à la continuité. De l'autre, une approche plus souple tournée vers l'adaptation, la gestion locale et la négociation avec les forces déjà présentes sur Terre. Ces deux visions ne sont jamais explicitement qualifiées d'opposées. Pourtant, elles s'excluent progressivement dans les décisions rapportées. Les tablettes mentionnent des réaffectations soudaines de territoire, des changements de commandement, des décrets qui semblent répondre à des urgences non expliquées. Le langage reste neutre, presque bureaucratique, mais derrière cette neutralité, quelque chose se déplace. Les scribes notent qu'un dieu quitte une région, qu'un autre prend sa place, que des responsabilités sont transférées. Aucune justification morale n'est donnée, seulement des faits. La Terre, dans ces textes, n'est pas décrite comme un monde sauvage à conquérir, mais comme un espace déjà structuré, nécessitant une gestion complexe. Les Anunnaki y interviennent comme des administrateurs plus que comme des conquérants. Ils établissent des centres, organisent des flux, supervisent des tâches. Et très vite, la question du travail devient centrale. Plusieurs tablettes évoquent une période de mécontentement parmi les dieux subalternes. Ils se plaignent de charges excessives, de tâches répétitives, d'un déséquilibre dans la répartition des efforts. Ce passage est souvent interprété comme une simple fable. Pourtant, le vocabulaire utilisé est précis. Il s'agit de revendications, presque syndicales, exprimées devant une autorité supérieure. Une crise de gouvernance, pas une métaphore. C'est dans ce contexte que la création de l'humanité est évoquée. Non pas comme un acte de compassion ou de générosité, mais comme une solution logistique. Les humains sont conçus pour alléger une structure devenue instable. Ce détail est fondamental. Il implique que le système des Anunnaki était déjà sous tension avant l'apparition de l'homme. Une tension suffisamment forte pour justifier une transformation profonde de l'organisation du travail. Mais cette décision ne semble pas avoir fait l'unanimité. Certains textes laissent entendre des réticences, des débats, des compromis imposés.
Là encore, rien n'est explicitement présenté comme un conflit ouvert. Pourtant, les conséquences sont lourdes. En confiant certaines tâches à une nouvelle espèce, les Anunnaki modifient leur propre rôle. Ils deviennent superviseurs, législateurs, figures plus distantes. Cette transition marque un point de non-retour. À partir de ce moment, les tablettes changent subtilement de ton. Les interventions directes des Anunnaki deviennent plus rares, les lois plus strictes, les punitions plus systématiques, comme si la confiance interne s'était érodée, comme si un accord fragile avait été conclu non sans concession. Certains dieux disparaissent progressivement des récits, leurs noms cessent d'être invoqués, d'autres prennent une importance disproportionnée. Cette redistribution de la visibilité n'est jamais expliquée, elle est simplement actée. Les scribes enregistrent le nouveau paysage divin comme une évidence, sans commenter la transition. Mais le silence, ici, est éloquent. Ce qui frappe, c'est l'absence totale de récits de batailles grandioses. Pas de description de combats célestes, pas de destruction spectaculaire. Si conflit il y a eu, il ne s'est pas exprimé par la violence directe. Il s'est joué dans les décrets, les réorganisations, les exclusions. Une guerre froide avant l'heure, menée par décisions administratives et déplacements stratégiques. Les Anunnaki, dans ces textes, semblent conscients de l'importance de la mémoire. Ils contrôlent ce qui est transmis. Ils choisissent ce qui est gravé. Ce contrôle implique nécessairement une volonté d'orienter le récit. Ce que nous lisons aujourd'hui n'est peut-être pas le témoignage brut d'un âge ancien, mais la version autorisée d'une histoire plus complexe. Les traductions modernes, souvent influencées par des cadres mythologiques ou religieux ultérieurs, ont parfois lissé ces aspérités. Elles ont transformé des décisions politiques en récits symboliques. Pourtant, lorsqu'on revient aux termes sumériens originaux, à leur usage répétitif et précis, une autre lecture devient possible, celle d'une civilisation divine confrontée à ses propres limites. Rien, dans ces textes, n'indique que les Anunnaki aient disparu brutalement. Leur retrait est progressif, mesuré, comme s'ils avaient perdu la capacité ou la légitimité d'intervenir directement, comme si quelque chose, à l'intérieur même de leur structure, avait rendu leur présence sur Terre insoutenable à long terme. Cette lente érosion du pouvoir, cette fragmentation silencieuse, pose une question essentielle. Si les Anunnaki ont connu un conflit interne suffisamment grave pour remodeler leur organisation, quelles traces involontaires ont-ils laissées dans ces tablettes ? Et surtout, que révèlent les premiers signes de division qui apparaissent autour de deux figures centrales, porteuses de visions irréconciliables et dont l'opposition va bientôt devenir impossible à dissimuler. Avant que les récits sumériens ne deviennent des mythes, ils furent des documents. Cette distinction est essentielle. Les tablettes d'argile découvertes en Mésopotamie ne sont pas des œuvres littéraires au sens moderne. Elles sont brèves, fonctionnelles, parfois répétitives. Elles consignent des événements, des généalogies, des transferts d'autorité. Leur forme trahit une intention claire, conserver une mémoire stable dans un monde où l'oralité ne suffisait plus. Ce caractère utilitaire change profondément la lecture. Lorsqu'un texte mentionne un dieu qui reçoit un territoire, une fonction ou un titre, il le fait avec la même neutralité que lorsqu'il décrit une récolte ou un traité. Les Anunnaki ne sont pas introduits comme des figures symboliques. Ils sont déjà là, intégrés à une structure du monde considérée comme acquise. Le scribe n'explique pas leur origine. Il part du principe que leur présence est connue. Dans ces tablettes, le temps n'est pas linéaire. Les événements ne sont pas racontés pour être compris émotionnellement, mais pour être classés. Une décision prise dans un passé lointain est notée au même niveau qu'un décret récent. Cette absence de mise en scène suggère que l'objectif n'était pas de transmettre une histoire, mais de préserver une continuité administrative. Ce qui importe, ce n'est pas le pourquoi, mais le fait que cela ait eu lieu. C'est précisément cette neutralité qui rend certains passages troublants. Lorsque des changements majeurs apparaissent, ils sont enregistrés sans justification apparente. Un dieu cesse d'exercer une fonction. Un autre la reprend. Un centre de pouvoir est déplacé. Rien n'indique une crise et pourtant tout indique une rupture. Le lecteur moderne est tenté d'y voir une lacune. Mais il est plus probable que ces silences soient intentionnels. Les scribes sumériens travaillaient dans un cadre institutionnel. Ils écrivaient pour des temples, des palais, des autorités qui avaient intérêt à contrôler la mémoire collective. Ce contexte impose des limites. Tout ne pouvait pas être dit. Tout ne devait pas être expliqué. Les tablettes ne sont pas des confessions. Elles sont des instruments de stabilité.
C'est pourquoi les conflits internes ne sont jamais décrits frontalement. Ils sont suggérés par des effets secondaires. Des changements de titulaires, des réorganisations territoriales, des lois nouvelles qui semblent répondre à des problèmes non formulés. Cette manière d'écrire n'efface pas le conflit. Elle le rend plus discret, mais aussi plus persistant. Un autre élément souvent négligé est la coexistence de versions différentes d'un même événement. Certaines tablettes racontent une décision comme si elle avait été collective. D'autres attribuent la même décision à une seule entité. Ces divergences ne sont pas corrigées. Elles cohabitent. Cela suggère que plusieurs traditions, peut-être concurrentes, ont été intégrées dans un corpus unique sans être harmonisées. Cette superposition de récits reflète probablement des rapports de force. Une autorité montante impose sa version, mais ne peut effacer totalement les précédentes. Elle les marginalise, les rend moins accessibles, mais elles subsistent. Les tablettes deviennent alors des archives stratifiées où chaque couche correspond à un moment précis de l'équilibre du pouvoir. Les Anunnaki apparaissent différemment selon ces couches. Parfois, ils sont présentés comme un groupe cohérent, parfois comme une assemblée divisée. Certains textes insistent sur l'harmonie originelle, d'autres évoquent des débats, des contestations, des refus d'obéissance. Aucun de ces récits n'est qualifié de faux ou de symbolique. Ils sont simplement là côte à côte. Ce qui frappe, c'est la constance d'un thème, la nécessité de l'ordre. Quelle que soit la version, l'ordre est toujours présenté comme fragile. Il doit être maintenu, restauré, imposé. Les lois divines ne sont pas éternelles. Elles sont promulguées, révisées, parfois renforcées. Cette flexibilité trahit une réalité instable. Un système qui doit constamment se réajuster est un système sous pression. Les tablettes les plus anciennes évoquent une période où les Anunnaki travaillaient eux-mêmes à l'organisation du monde. Ils creusaient, construisaient, supervisaient directement. Cette implication directe disparaît progressivement. Elle est remplacée par des délégations, des intermédiaires, puis par l'humanité. Cette évolution n'est jamais présentée comme un progrès naturel. Elle est décrite comme une réponse à une difficulté. Dans certains textes, les dieux subalternes expriment leur lassitude. Ils parlent de charges lourdes, de cycles interminables, d'une fatigue qui s'accumule. Le langage utilisé est concret, presque comptable. Il ne s'agit pas d'une plainte existentielle, mais d'un déséquilibre fonctionnel. Le système ne tient plus sans ajustement. C'est ici que les divergences internes deviennent perceptibles. Tous les Anunnaki ne semblent pas d'accord sur la manière de résoudre cette crise. Certains prônent une réorganisation interne, d'autres envisagent une solution externe. Ces désaccords ne sont pas développés, mais leurs conséquences le sont. La création de l'humanité apparaît comme une décision qui clôt un débat, non comme une inspiration unanime. À partir de ce moment, les tablettes changent encore. Les Anunnaki se retirent partiellement de la gestion quotidienne. Ils légifèrent davantage. Ils sanctionnent plus sévèrement. Les récits de proximité cèdent la place à des lois abstraites. Cette distance nouvelle suggère une perte de cohésion. Lorsqu'un groupe n'est plus uni, il gouverne par règles plutôt que par consensus. Les mythes, tels qu'ils seront racontés plus tard, transformeront ces processus en récits symboliques. Ils parleront de colère divine, de punition, de fautes humaines. Mais les tablettes originelles ne mentionnent ni colère ni faute morale. Elles parlent de déséquilibre, de décision, de conséquences. Le langage émotionnel est une couche tardive, ajoutée pour rendre ces événements compréhensibles à des générations qui n'avaient plus accès au contexte initial. Cette transformation du récit pose un problème majeur pour l'interprétation moderne. En lisant les textes à travers le prisme du mythe, on perd leur dimension politique. On oublie qu'ils décrivent une organisation, un pouvoir, une crise. Les Anunnaki deviennent des archétypes, alors qu'ils étaient peut-être perçus comme des autorités bien réelles. Ce glissement n'est pas accidentel. Il permet de neutraliser les questions les plus dérangeantes. Si les conflits sont mythiques, ils n'ont plus de conséquences historiques. Si les décisions sont symboliques, elles ne reflètent plus des choix réels. Le mythe protège la structure en effaçant les traces de ses failles. Pourtant, malgré ces couches successives, certaines constantes subsistent. Les noms, les fonctions, les lieux. Ils forment un réseau cohérent, trop précis pour être purement allégorique. Les Anunnaki sont associés à des zones spécifiques, à des responsabilités définies. Cette précision administrative est incompatible avec une invention poétique totale. Ce que révèlent les tablettes, lorsqu'on les lit sans chercher à les embellir, c'est l'image d'un panthéon en tension.
un ensemble d'autorités confrontées à un problème de gouvernance, un système qui, à un moment donné, cesse de fonctionner comme prévu. Les mythes tenteront de refermer cette brèche. Les tablettes, elles, la laissent ouverte. Et c'est dans cette ouverture que se dessine la suite. Car à mesure que les récits se précisent, deux figures émergent avec une clarté croissante. Deux manières opposées de concevoir l'ordre, la terre et la place de l'humanité. Leur désaccord, d'abord implicite, va bientôt structurer l'ensemble du récit sumérien jusqu'à devenir impossible à ignorer. À mesure que les tablettes s'accumulent, une évidence s'impose lentement. Le panthéon sumérien n'est pas une structure figée, il respire, se contracte, se réorganise. Derrière la façade d'un ordre cosmique stable, les textes laissent entrevoir un ensemble d'autorités en interaction constante, parfois en accord, souvent en friction. Les Anunnaki ne forment pas un chœur harmonieux. Ils ressemblent davantage à une assemblée traversée par des intérêts divergents. Les listes divines, souvent perçues comme de simples catalogues, sont en réalité des instantanés politiques. L'ordre dans lequel les noms apparaissent n'est jamais neutre. Il reflète une hiérarchie à un moment donné. Or, cette hiérarchie change. Certains noms montent, d'autres descendent. Des figures autrefois centrales deviennent secondaires. Ce mouvement discret révèle des ajustements internes, comme si le pouvoir devait être constamment redistribué pour éviter l'effondrement de l'ensemble. Dans ces textes, l'unité est toujours affirmée, mais rarement démontrée. Les Anunnaki sont décrits comme agissant au nom de l'ordre, mais leurs décisions ne vont pas toujours dans le même sens. Certains privilégient la stabilité à long terme, quitte à imposer des règles strictes. D'autres semblent plus attentifs aux réalités locales, aux contraintes concrètes de la Terre. Cette divergence n'est jamais nommée comme telle, mais elle structure silencieusement les récits. Les temples dans la société sumérienne ne sont pas seulement des lieux de culte. Ils sont des centres administratifs, économiques, juridiques. Chaque dieu est associé à un temple, à une ville, à une région. Cette territorialisation du divin implique nécessairement des zones d'influence. Là où les zones se chevauchent, les tensions apparaissent. Les tablettes mentionnent des litiges, des arbitrages, des transferts de compétences. Rien de spectaculaire, mais suffisamment récurrent pour signaler un problème structurel. Le langage utilisé pour décrire ces arbitrages est révélateur. Il est précis, presque juridique. On parle de droit, de responsabilité, de limites. Les dieux ne sont pas au-dessus des règles, ils les incarnent, mais ils y sont aussi soumis. Cette soumission partagée suppose l'existence d'une autorité supérieure ou d'un consensus collectif. Lorsque ce consensus se fissure, les règles deviennent un outil de contrôle plutôt qu'un socle commun. Certains textes évoquent des réunions où les Anunnaki débattent. Les décisions ne sont pas instantanées, elles prennent du temps. Elles impliquent des discussions, parfois des concessions. Cette lenteur est inhabituelle dans un cadre mythologique classique. Elle suggère un processus décisionnel complexe, où chaque voix compte, mais où toutes ne pèsent pas le même poids. À plusieurs reprises, des tablettes signalent des refus d'obéissance de la part de dieux subalternes. Ces refus ne sont pas décrits comme des rébellions ouvertes. Ils prennent la forme de retards, de négligences, de plaintes formelles. Ce type de conflit est caractéristique d'une organisation hiérarchique sous tension. Il indique que l'autorité centrale n'est plus perçue comme entièrement légitime ou efficace. Les Anunnaki ne sont pas les seuls acteurs de ce système. D'autres groupes divins apparaissent, parfois en périphérie, parfois en opposition. Leur présence complique encore la structure. Ils ne sont pas toujours soumis aux mêmes règles. Leur intégration semble incomplète. Cette coexistence de catégories différentes crée un paysage fragmenté, où l'unité proclamée masque une diversité difficile à gérer. La Terre, dans ce contexte, devient un enjeu majeur. Elle n'est pas seulement un espace à organiser, mais un lieu où les divergences internes se matérialisent. Chaque décision prise sur Terre reflète un équilibre temporaire entre des visions concurrentes. Lorsqu'un projet est lancé, il n'est jamais évident qu'il bénéficiera d'un soutien durable. Certains sont interrompus, d'autres sont modifiés en cours de route. Les tablettes enregistrent ces ajustements sans commentaire, mais leur accumulation est significative. L'humanité, encore marginale dans ces récits, commence à jouer un rôle indirect dans ces tensions. Sa création, sa gestion, son encadrement deviennent des sujets de débat. Certains dieux semblent la considérer comme une simple ressource. D'autres lui accordent une attention particulière, presque protectrice. Cette différence d'approche révèle une divergence plus profonde sur la finalité même de l'ordre établi.
Les textes ne disent pas que les Anunnaki se disputent au sujet des humains. Ils montrent simplement que leurs décisions à ce sujet sont incohérentes. Les lois changent, les sanctions varient, les attentes ne sont pas uniformes. Cette incohérence est un symptôme. Elle indique que l'autorité n'est plus unifiée, que chaque décision est le résultat d'un compromis fragile. À mesure que ces compromis s'accumulent, le système devient plus rigide. Les règles se multiplient, les exceptions sont réduites. Cette rigidité n'est pas un signe de force, mais de fragilité. Lorsqu'un ensemble ne peut plus compter sur l'adhésion spontanée de ses membres, il s'appuie sur des cadres formels. Les Anunnaki, paradoxalement, deviennent prisonniers de leur propre ordre. Certaines tablettes laissent entrevoir des tentatives de réforme, des ajustements dans la répartition des tâches, des modifications dans la hiérarchie. Ces tentatives semblent cependant limitées dans le temps. Elles ne résolvent pas les causes profondes des tensions. Elles les déplacent. Ce déplacement constant empêche l'explosion, mais il ne restaure pas l'unité. Le Panthéon, tel qu'il apparaît dans ces textes, ressemble de plus en plus à une coalition instable. Chaque membre y reste par intérêt ou par nécessité, non par adhésion totale. Cette situation n'est pas explicitement condamnée, elle est simplement décrite. Les scribes notent les faits, laissant au lecteur le soin de percevoir la fragilité sous-jacente. Ce qui est frappant, c'est l'absence de tentative de réécriture complète. Les textes ne cherchent pas à effacer les traces de division. Ils les diluent, ils les dispersent. Cette stratégie est efficace à court terme. Elle permet de maintenir une apparence d'ordre. Mais à long terme, elle rend le système opaque, difficile à comprendre, même pour ceux qui y participent. À ce stade du récit, une chose devient claire. L'unité des Anunnaki est une construction, maintenue par des règles, des récits et des silences. Elle n'est pas le reflet d'une harmonie naturelle. Elle est le résultat d'un effort constant pour contenir des visions incompatibles. Et parmi ces visions, deux pôles se dessinent avec de plus en plus de netteté. L'un est attaché à la verticalité du pouvoir, à la séparation stricte entre gouvernants et exécutants, à une terre administrée à distance. L'autre privilégie la proximité, l'adaptation, une relation plus directe avec les réalités locales. Tant que ces deux approches coexistent, sans s'affronter ouvertement, l'équilibre tient. Mais les textes suggèrent que cette coexistence atteint bientôt ses limites. Lorsque les décisions deviennent irréconciliables, lorsque les compromis ne suffisent plus, l'unité proclamée se fissure. Et c'est autour de deux figures centrales, porteuses de ces visions opposées, que cette fissure va se transformer en fracture durable, modifiant à jamais la trajectoire des Anunnaki et de la Terre qu'ils gouvernaient. Lorsque les tablettes commencent à se concentrer sur certaines figures plutôt que sur l'ensemble du Panthéon, deux noms apparaissent avec une régularité qui ne peut être accidentelle. Enlil et Enki. Leur présence traverse les textes, parfois en arrière-plan, parfois au centre des décisions les plus lourdes de conséquences. Ils ne sont pas présentés comme des ennemis, ils sont décrits comme des autorités complémentaires. Pourtant, à mesure que les récits avancent, cette complémentarité révèle une tension profonde. Enlil est associé à l'ordre, à la structure, à la continuité du pouvoir. Il incarne une autorité verticale, distante, presque abstraite. Son domaine n'est pas un lieu précis, mais une position. Il agit depuis le sommet, là où les décisions prennent une portée globale. Les textes le montrent comme garant des lois, protecteur de la hiérarchie, défenseur d'un équilibre qu'il estime fragile. Son rôle n'est pas de s'adapter, mais de maintenir. Enki, à l'inverse, est constamment lié à la terre, aux eaux, aux mécanismes invisibles qui permettent au système de fonctionner. Il est décrit comme un médiateur, un technicien, un organisateur pragmatique. Là où Enlil proclame des règles, Enki cherche des solutions. Là où l'un impose, l'autre ajuste. Cette différence n'est jamais formulée comme une opposition directe, mais elle transparaît dans chaque décision qu'ils influencent. Les tablettes ne racontent pas de disputes ouvertes entre eux, elles montrent plutôt des divergences de conséquences. Lorsqu'Enlil prend une décision, elle est définitive, globale, souvent sévère. Lorsqu'Enki intervient, il modifie, détourne, nuance. Cette dynamique suggère un désaccord fondamental sur la manière de gouverner. Pour Enlil, l'ordre prime sur tout. Pour Enki, la survie du système dépend de sa capacité à évoluer. Cette divergence devient particulièrement visible dans les textes qui évoquent l'humanité. Enlil perçoit les humains comme une variable à contrôler. Leur rôle est défini, limité, strictement encadré. Toute déviation est une menace potentielle pour l'ordre établi.
Les lois associées à Enlil sont claires, impersonnelles, sans exception apparente. Elles visent la stabilité à long terme, même au prix de sacrifices immédiats. Enki, de son côté, semble considérer l'humanité comme un élément dynamique. Il observe ses capacités, ses limites, ses erreurs. Il intervient souvent en coulisses, fournissant des connaissances, des avertissements, des ajustements techniques. Ces interventions ne sont pas présentées comme des actes de rébellion, mais comme des corrections nécessaires. Enki ne conteste pas l'autorité d'Enlil, il en compense les rigidités. Cette relation asymétrique est révélatrice. Enlil détient le pouvoir formel. Enki exerce une influence fonctionnelle. L'un décide, l'autre rend ses décisions applicables. Tant que cette répartition fonctionne, le système tient. Mais les tablettes suggèrent que cette collaboration devient de plus en plus difficile à maintenir. Les décisions d'Enlil deviennent plus strictes. Les ajustements d'Enki deviennent plus fréquents. Ce décalage indique une perte de synchronisation. Certains textes laissent entendre qu'Enki agit parfois sans approbation explicite. Il n'annule pas les décrets, mais il en atténue les effets. Il crée des marges de manœuvre là où il n'y en avait pas. Cette manière d'agir n'est jamais condamnée ouvertement, mais elle n'est pas non plus célébrée. Elle est notée, simplement, comme un fait devenu habituel. Pour Enlil, cette souplesse représente un risque. Chaque exception affaiblit la règle. Chaque adaptation locale menace l'unité globale. Les tablettes associées à son autorité insistent de plus en plus sur la nécessité de l'obéissance. Le langage se durcit. Les conséquences du non-respect deviennent plus lourdes. Cette évolution suggère une inquiétude croissante face à un système qui lui échappe partiellement. La différence entre Enlil et Enki n'est pas morale. Elle est structurelle. Aucun des deux n'est présenté comme juste ou injuste. Ils incarnent deux logiques incompatibles à long terme. L'une privilégie la permanence, l'autre privilégie la résilience. Tant que les contraintes restent gérables, ces deux logiques peuvent coexister. Mais lorsque la pression augmente, le conflit devient inévitable. Les textes ne décrivent pas le moment précis où cette pression atteint son seuil critique. Ils montrent simplement une accumulation de décisions irréversibles, des lois renforcées, des interventions discrètes, des silences de plus en plus lourds autour de certaines actions. Cette accumulation crée un climat de tension feutrée, perceptible seulement à travers les détails. Il est significatif qu'Enlil soit souvent associé au ciel, à une sphère distante, alors qu'Enki est lié aux profondeurs, aux flux, aux fondations invisibles. Cette symbolique spatiale reflète leur manière d'exercer l'autorité. Enlil agit depuis un point élevé, avec une vision globale mais abstraite. Enki agit depuis l'intérieur du système, au contact direct de ses fragilités. Cette opposition se manifeste aussi dans la manière dont chacun est représenté dans les rituels et les prières. Enlil est invoqué pour maintenir l'ordre, pour prévenir le chaos, pour restaurer une hiérarchie menacée. Enki est sollicité pour résoudre des problèmes concrets, pour apporter des solutions pratiques, pour réparer ce qui ne fonctionne plus. Ces usages distincts renforcent l'idée de deux rôles devenus difficilement conciliables. À mesure que les textes avancent, Enlil apparaît de plus en plus comme une autorité isolée. Son pouvoir reste intact, mais son lien avec la réalité terrestre s'affaiblit. Enki, au contraire, est de plus en plus présent dans les récits liés aux transformations, aux transitions, aux crises locales. Cette asymétrie suggère un déplacement du centre de gravité du système. Ce déplacement n'est pas sans conséquence. Enlil, pour préserver son autorité, doit renforcer les cadres. Enki, pour maintenir la fonctionnalité, doit les contourner. Chacun agit selon sa logique sans chercher à renverser l'autre. Mais cette coexistence devient instable. Les tablettes commencent à refléter cette instabilité par une fragmentation accrue des récits. Certains passages semblent presque hésitants. Les décisions sont annoncées, puis partiellement révisées. Les lois sont promulguées, puis interprétées différemment selon les contextes. Cette incohérence apparente n'est pas le signe d'un désordre total, mais d'un système tiraillé entre deux pôles d'autorité qui ne parviennent plus à se synchroniser. Il est important de noter que les scribes ne prennent pas parti. Ils ne condamnent ni Enlil ni Enki. Ils enregistrent. Leur neutralité renforce la crédibilité de ce qu'ils consignent. Ils ne cherchent pas à dramatiser le conflit. Ils le laissent émerger par accumulation, par contraste, par silence. À ce stade, il devient difficile de parler d'un simple désaccord. La structure même du pouvoir des Anunnaki semble dépendre de l'équilibre entre ces deux figures.
Lorsque cet équilibre se rompt, c'est l'ensemble du système qui vacille. La Terre, l'humanité, les autres dieux deviennent les variables d'un affrontement qui ne dit pas son nom. Les textes ne décrivent pas encore de rupture ouverte. Ils montrent un glissement, une lente dérive où chaque décision rend le retour en arrière plus improbable. Enlil et Enki continuent de coexister, mais leurs visions s'éloignent. Et cette divergence, autrefois contenue, commence à produire des effets visibles à l'échelle du monde qu'ils gouvernent. Car bientôt, la question ne sera plus seulement celle de l'autorité, mais celle du lieu même où cette autorité s'exerce. Le ciel et la terre, autrefois liés par une gestion commune, vont devenir les symboles d'un pouvoir qui se scinde. Et c'est dans cette séparation progressive que se dessine la prochaine phase du conflit, lorsque le centre de pouvoir se déplace définitivement vers les hauteurs, laissant la terre devenir un territoire disputé. À partir d'un certain moment dans les textes sumériens, le ciel cesse d'être une simple origine symbolique. Il devient un lieu fonctionnel, un espace de décision, de supervision, de retrait. Les Anunnaki y sont de plus en plus souvent associés, non comme des visiteurs occasionnels, mais comme des autorités qui s'en éloignent physiquement de la Terre. Cette évolution n'est jamais expliquée. Elle est actée, et c'est précisément cette absence d'explication qui la rend significative. Dans les premières tablettes, la distinction entre ciel et terre est floue. Les dieux circulent, ils interviennent directement. Ils bâtissent, organisent, observent de près. Puis, progressivement, une distance s'installe. Les décisions viennent d'en haut. Les interventions deviennent indirectes. Le ciel n'est plus seulement un domaine sacré, il devient un centre de commandement. Cette verticalisation du pouvoir correspond à une transformation profonde de la gouvernance. Lorsque l'autorité s'éloigne du terrain, elle gagne en abstraction. Elle voit plus large, mais moins précis. Les tablettes reflètent ce changement par une évolution du langage. Les décrets sont plus généraux. Les lois s'appliquent à l'ensemble, sans distinction locale. Cette uniformisation suggère une volonté de contrôle global, mais aussi une perte de sensibilité aux réalités spécifiques. Enlil est la figure centrale de ce déplacement. Son autorité est de plus en plus liée au ciel, non seulement comme symbole, mais comme espace réel de pouvoir. Les décisions qui lui sont attribuées concernent l'ordre cosmique, la stabilité générale, la prévention du déséquilibre. Elles ne tiennent que rarement compte des conséquences immédiates sur la Terre. Cette distance est assumée, elle est même valorisée comme une condition de l'impartialité. Le ciel, dans cette logique, devient un lieu protégé, un espace où les conflits terrestres ne peuvent pas interférer directement. Cette séparation permet de maintenir une illusion de neutralité, mais elle crée aussi une fracture. Les réalités de la Terre, avec leurs contraintes, leurs imprévus, leurs résistances, ne remontent plus entièrement jusqu'au centre de décision. Elles sont filtrées, interprétées, parfois minimisées. Les tablettes montrent que cette centralisation n'est pas immédiate. Elle se fait par étapes. D'abord, certaines décisions sont prises depuis le ciel, puis la majorité, enfin presque toutes. Les interventions directes deviennent exceptionnelles, elles sont réservées aux crises majeures. Cette rareté renforce leur gravité, mais elle réduit aussi leur efficacité. Une autorité distante agit toujours avec un temps de retard. Cette évolution affecte la manière dont les Anunnaki perçoivent la Terre. Elle n'est plus un espace partagé. Elle devient un territoire administré, un lieu où s'appliquent des règles définies ailleurs. Les textes parlent de plus en plus de limites, de frontières, de zones assignées. Cette cartographie implicite traduit une volonté de maîtriser un espace devenu instable. La Terre, dans ce contexte, est associée à l'imprévisibilité. Les humains y vivent, se multiplient, s'organisent. Leur comportement ne suit pas toujours les attentes. Pour une autorité céleste, cette variabilité est problématique. Elle complique la gestion. Elle introduit des facteurs difficiles à anticiper. Le ciel, à l'inverse, est présenté comme un espace ordonné, stable, où les règles sont claires et constantes. Ce contraste renforce l'attrait du ciel comme centre de pouvoir. Il offre une perspective dégagée, une distance rassurante. Mais cette distance a un coût. Elle affaiblit la compréhension fine des dynamiques locales. Les tablettes commencent à refléter ce décalage par des décisions qui semblent disproportionnées ou mal adaptées. Des sanctions collectives pour des problèmes locaux, des lois générales pour des situations particulières. Enki, dans ce nouveau paysage, occupe une position inconfortable. Lié à la Terre, au flux, aux mécanismes concrets,
Il devient un intermédiaire entre deux mondes qui ne communiquent plus efficacement. Ces interventions visent souvent à corriger les effets d'une décision prise depuis le ciel. Il ajuste, détourne, réinterprète. Cette fonction devient essentielle, mais aussi de plus en plus risquée, car chaque correction est potentiellement perçue comme une remise en question de l'autorité centrale. Les textes ne décrivent pas de confrontation directe, mais ils laissent entendre une surveillance accrue. Les règles sont rappelées, les limites sont réaffirmées. Le ciel, en tant que centre de pouvoir, ne tolère pas facilement les zones grises. La centralisation céleste modifie également la manière dont les autres dieux sont intégrés. Ceux qui sont proches de la terre voient leur influence diminuer. Ceux qui sont associés au ciel gagnent en prestige. Cette redistribution n'est pas fondée sur l'efficacité, mais sur la proximité avec le centre. Le pouvoir devient moins fonctionnel et plus symbolique. Les tablettes enregistrent ce glissement par des changements subtils dans les titres et les attributs. Certains dieux ne sont plus décrits par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils représentent. Leur rôle devient abstrait. Cette abstraction facilite la centralisation, mais elle éloigne encore davantage l'autorité des réalités concrètes. Le ciel devient aussi un espace de retrait stratégique. Lorsqu'une situation sur Terre devient trop complexe, trop conflictuelle, les Anunnaki s'en éloignent. Ils observent, ils attendent. Cette attente est présentée comme de la sagesse. Mais elle peut aussi être lue comme une incapacité à agir efficacement sans compromettre l'ordre global. Cette posture d'observation crée un vide. Sur Terre, les problèmes continuent d'exister. Ils évoluent, ils se transforment. L'absence d'intervention directe laisse place à des solutions locales, parfois improvisées. Enki et d'autres figures intermédiaires tentent de combler ce vide, mais leur marge de manœuvre est limitée. À mesure que le ciel s'impose comme centre de pouvoir, la Terre devient un espace de plus en plus autonome, mais aussi de plus en plus instable. Les règles viennent d'en haut, mais leur application dépend de conditions locales que le centre ne maîtrise plus totalement. Cette tension entre centralisation et réalité crée un déséquilibre croissant. Les textes ne présentent pas ce déséquilibre comme une crise immédiate. Ils le laissent s'installer. Ils enregistrent les symptômes sans en analyser les causes. Cette accumulation de détails donne au lecteur l'impression d'un système qui fonctionne encore, mais au prix d'efforts constants, de corrections permanentes, de compromis silencieux. Il est important de noter que cette centralisation n'est pas présentée comme une erreur. Elle est décrite comme une nécessité. Face à la complexité croissante de la Terre, le ciel offre une stabilité apparente. Mais cette stabilité repose sur une séparation de plus en plus nette entre ceux qui décident et ceux qui subissent les décisions. Cette séparation transforme la nature même du pouvoir des Anunnaki. Ils ne sont plus des gestionnaires impliqués. Ils deviennent des autorités lointaines. Leur présence se fait sentir par des lois, des signes, des sanctions, plutôt que par une interaction directe. Cette transformation prépare le terrain pour un changement encore plus profond. Car lorsque le centre de pouvoir se retire vers le ciel, la Terre ne disparaît pas du jeu. Elle devient un espace disputé, un lieu où différentes visions de l'ordre tentent de s'imposer, parfois sans coordination. Et dans ce territoire laissé à distance, les conséquences des décisions célestes commencent à s'accumuler, annonçant une phase où la gestion abstraite ne suffira plus à contenir les tensions grandissantes. Lorsque le centre de pouvoir se retire vers le ciel, la Terre ne devient pas silencieuse. Elle devient incertaine. Les textes sumériens laissent entendre que ce retrait progressif transforme profondément la nature même de ce monde. Ce qui était autrefois un espace géré de manière directe devient un territoire soumis à des interprétations concurrentes, à des applications variables de l'autorité, à des décisions prises sans coordination parfaite. La Terre n'est plus simplement administrée, elle est disputée. Cette transformation n'est pas décrite comme une conquête ou une perte soudaine. Elle s'installe lentement, presque imperceptiblement. Les Anunnaki continuent d'exercer leur autorité, mais cette autorité arrive par fragments. Elle est relayée, interprétée, parfois contournée. Les tablettes montrent que les décisions célestes, une fois appliquées sur Terre, produisent des effets inattendus. Ces effets ne sont pas toujours corrigés, ils s'accumulent. La Terre devient alors un espace où plusieurs logiques coexistent sans toujours se comprendre. La logique du ciel, abstraite, globale, fondée sur la stabilité à long terme. Et la logique du terrain, concrète, immédiate, façonnée par les contraintes locales. Entre les deux, un écart se creuse. Cet écart n'est pas comblé,
Il est géré tant bien que mal par des figures intermédiaires dont l'influence reste limitée. Les textes suggèrent que certains Anunnaki demeurent liés à des régions spécifiques. Ils supervisent des villes, des zones agricoles, des réseaux hydrauliques. Leur autorité est locale, pragmatique. Mais cette autorité entre parfois en conflit avec des directives venues d'en haut. Lorsqu'une règle céleste ne correspond pas aux réalités locales, la tension devient inévitable. Obéir strictement peut provoquer un déséquilibre. Adapter la règle peut être perçu comme une désobéissance. Cette situation crée un climat d'ambiguïté. Les responsabilités ne sont plus clairement définies. Les erreurs ne peuvent plus être attribuées à une seule instance. Les tablettes ne décrivent pas cette ambiguïté comme un chaos, mais comme un état intermédiaire, instable, où chaque décision comporte un risque. La Terre devient un espace d'expérimentation involontaire. L'humanité, dans ce contexte, prend une importance nouvelle. Elle n'est plus seulement une force de travail. Elle devient un facteur imprévisible. Les humains vivent, s'organisent, transmettent des savoirs, parfois en dehors des cadres strictement définis. Cette autonomie relative n'est pas planifiée. Elle émerge de la distance croissante entre le ciel et la terre. Les textes ne disent pas que les humains se rebellent. Ils montrent plutôt qu'ils s'adaptent. Ils comblent les vides laissés par une gestion distante. Ils développent des pratiques locales, des traditions, des interprétations. Ces adaptations peuvent entrer en conflit avec les attentes célestes, non par opposition, mais par nécessité. La Terre impose ses propres contraintes. Pour une autorité centralisée, cette autonomie émergente est problématique. Elle fragmente l'ordre. Elle introduit des variations là où l'uniformité était recherchée. Les tablettes reflètent cette inquiétude par une multiplication des lois, des interdits, des rappels à l'ordre. Mais ces cadres, conçus depuis le ciel, peinent à s'ancrer durablement dans la réalité terrestre. La Terre devient ainsi un espace de négociation permanente. Chaque région, chaque communauté, chaque centre tente de concilier des directives globales avec des besoins locaux. Cette négociation n'est pas formalisée. Elle se fait par essais, erreurs, ajustements. Les Anunnaki associés au terrain jouent un rôle crucial dans ce processus, mais leur position était fragile. Ils doivent répondre à deux autorités qui ne communiquent plus efficacement. Enki, plus que tout autre, incarne cette tension. Lié aux mécanismes concrets, aux flux, aux équilibres naturels, il comprend les contraintes de la Terre. Ses interventions cherchent à préserver la viabilité du système local, parfois au détriment de la cohérence globale. Ces interventions ne sont pas présentées comme des actes de défi, mais comme des nécessités techniques. Pourtant, elles accentuent la fracture. La Terre est également décrite comme un espace de mémoire. Les décisions passées y laissent des traces durables. Les aménagements, les lois, les structures sociales ne disparaissent pas lorsque l'autorité se retire. Elles continuent d'influencer les comportements. Cette inertie complique toute tentative de réforme imposée depuis le ciel. Modifier un système terrestre exige une compréhension fine de son histoire, que le centre de pouvoir ne possède plus entièrement. Les tablettes montrent que certains problèmes persistent malgré des interventions répétées. Les mêmes déséquilibres réapparaissent sous des formes légèrement différentes. Cette répétition suggère que les causes profondes ne sont pas traitées. Le ciel agit sur les symptômes. La Terre, elle, continue de produire ses propres dynamiques. Ce décalage se manifeste aussi dans la symbolique. La Terre est de plus en plus associée à l'imperfection, à la fragilité, à l'instabilité. Le ciel à l'ordre, à la permanence, à la pureté. Cette opposition renforce la séparation. Elle justifie le retrait. Mais elle empêche aussi toute réconciliation. En présentant la Terre comme intrinsèquement problématique, on évite de remettre en question la structure du pouvoir. Pourtant, les textes laissent entendre que cette perception est incomplète. La Terre n'est pas chaotique par nature. Elle est complexe. Elle nécessite une gestion adaptative, flexible, attentive. Le ciel, en s'éloignant, perd cette capacité d'adaptation. Il devient rigide. Cette rigidité, loin de résoudre les problèmes, les amplifie. La notion de territoire disputé ne renvoie pas ici à une guerre ouverte. Elle renvoie à une lutte d'interprétation. Qui décide de ce qui est acceptable sur Terre? Qui définit les priorités? Qui assume les conséquences? Les Anunnaki ne s'affrontent pas directement, mais leurs visions entrent en collision à travers les décisions appliquées au terrain. Les humains, pris dans ce jeu de force, deviennent les témoins silencieux de cette fragmentation. Ils subissent des lois changeantes, des attentes contradictoires. Les tablettes ne décrivent pas leurs ressentis, mais elles montrent les effets.
des ajustements constants, des crises récurrentes, des interventions de plus en plus rares et de plus en plus lourdes de conséquences. La Terre, autrefois intégrée à un système cohérent, devient un espace où l'autorité est diffuse. Cette diffusion n'est pas synonyme de liberté totale. Elle crée plutôt une incertitude permanente. Chacun agit en fonction de ce qu'il comprend de l'ordre, non de ce que l'ordre est réellement. Cette subjectivité fragilise l'ensemble. À ce stade, il devient clair que la séparation entre ciel et terre n'est pas seulement spatiale, elle est conceptuelle. Elle oppose deux manières de concevoir le pouvoir, la responsabilité, la gestion du vivant. Tant que cette opposition reste implicite, le système continue de fonctionner, mais au prix d'une tension constante. Les textes suggèrent que cette tension ne peut pas durer indéfiniment. Un territoire disputé ne reste jamais neutre. Il devient le théâtre de choix irréversibles. Et à mesure que la Terre accumule les conséquences de décisions prises ailleurs, la question centrale se précise. Jusqu'où l'ordre céleste peut-il s'imposer à un monde qu'il ne comprend plus entièrement, et quelles règles peuvent encore tenir lorsque leur fondement même commence à se fissurer? Lorsque la Terre devient un espace disputé, l'ordre cesse d'être une évidence. Il devient une injonction. Les tablettes sumériennes témoignent d'un moment où la hiérarchie, autrefois implicite et acceptée, doit désormais être rappelée, renforcée, parfois imposée. Cette évolution ne se manifeste pas par des récits de chaos, mais par une insistance nouvelle sur la structure. Plus un système répète ses règles, plus il révèle sa fragilité. Dans les textes les plus anciens, l'ordre semble aller de soi. Les rôles sont clairs. Les responsabilités sont assumées sans qu'il soit nécessaire de les justifier. Puis, progressivement, le langage change. Les lois sont formulées avec plus de précision. Les conséquences de leur non-respect sont détaillées. Cette précision accrue n'est pas le signe d'une organisation plus aboutie, mais d'un besoin de contrôle plus fort. La hiérarchie des Anunnaki repose sur une logique verticale. Chaque entité occupe une place définie, avec des attributions spécifiques. Cette hiérarchie n'est pas présentée comme arbitraire. Elle est justifiée par la nécessité de maintenir l'équilibre. Mais à mesure que les tensions augmentent, cette justification devient moins convaincante pour ceux qui subissent les décisions sans participer réellement à leur élaboration. Les textes évoquent des formes de désobéissance qui ne correspondent pas à une révolte ouverte. Il n'est jamais question d'un soulèvement spectaculaire. La désobéissance prend des formes plus discrètes. Retard dans l'exécution. Interprétation alternative des ordres. Priorités réorganisées sans autorisation explicite. Ces comportements ne sont pas qualifiés comme tels, mais leur répétition indique un malaise structurel. Dans une hiérarchie stable, l'obéissance est souvent silencieuse. Elle ne nécessite pas de surveillance constante. Or, les tablettes montrent une multiplication des rappels à l'ordre, des inspections, des vérifications. Cette surveillance accrue suggère une perte de confiance. L'autorité ne peut plus présumer de l'adhésion. Elle doit la contrôler. Ce climat affecte particulièrement les figures intermédiaires, celles qui sont chargées de transmettre les décisions du ciel vers la terre. Elles se retrouvent prises entre deux exigences incompatibles. D'un côté, l'obligation de respecter des directives strictes, de l'autre, la nécessité d'adapter ces directives à des réalités locales complexes. Chaque adaptation est un risque. Chaque application stricte peut provoquer un déséquilibre. Les tablettes ne condamnent pas explicitement ces ajustements. Elles les enregistrent, mais leur ton change. Là où les décisions étaient autrefois notées comme des faits, elles sont désormais accompagnées de formules insistantes sur leur caractère obligatoire. Cette insistance est révélatrice. Elle trahit une crainte de voir l'ordre se dissoudre sans coercition. La notion même de loi évolue. Elle n'est plus seulement un cadre général. Elle devient un instrument de rappel hiérarchique. Les lois associées à l'autorité céleste sont formulées de manière universelle, sans tenir compte des contextes particuliers. Cette universalité est censée garantir l'équité. En pratique, elle accentue les tensions. Une règle uniforme appliquée à des situations différentes produit inévitablement des frictions. La désobéissance, dans ce cadre, n'est pas toujours consciente. Elle peut résulter d'une impossibilité matérielle de se conformer à l'ordre. Les tablettes laissent entendre que certaines tâches deviennent irréalisables dans les conditions imposées. Pourtant, les règles ne sont pas assouplies, elles sont maintenues. Cette rigidité transforme l'échec en faute. Ce glissement est fondamental. Il modifie la relation entre autorité et responsabilité. Lorsque l'échec est interprété comme une désobéissance, la confiance disparaît. Le système entre dans une logique punitive.
Les sanctions ne visent plus seulement à corriger, mais à dissuader. Cette logique est visible dans le durcissement progressif des conséquences associées au non-respect des règles. Enlil, en tant que garant de l'ordre, incarne cette évolution. Les textes associés à son autorité insistent sur la nécessité d'une obéissance stricte. L'ordre est présenté comme un bien supérieur dont la préservation justifie des mesures sévères. Cette position n'est pas présentée comme cruelle, elle est présentée comme rationnelle. Pourtant, elle laisse peu de place à l'adaptation. Enki, à l'inverse, continue d'opérer dans les interstices. Il intervient là où la loi devient contre-productive. Il propose des solutions techniques, des ajustements discrets. Ces interventions ne suppriment pas la hiérarchie, mais elles la rendent supportable. Cependant, plus l'autorité centrale se durcit, plus ces ajustements sont perçus comme des entorses. Les tablettes ne décrivent pas de sanctions directes contre Enki, mais elles suggèrent une limitation progressive de son champ d'action. Ces interventions deviennent moins visibles, elles sont reléguées à des récits secondaires. Cette marginalisation reflète un choix politique. Préserver l'apparence de l'ordre plutôt que d'en reconnaître les limites. La désobéissance devient alors un symptôme plutôt qu'un acte isolé. Elle révèle un décalage entre les règles et la réalité. Les textes montrent que ce décalage est connu mais rarement traité. Reconnaître officiellement l'inadéquation des lois reviendrait à admettre une faiblesse du centre de pouvoir. Cette reconnaissance est évitée. À mesure que ce mécanisme se répète, la hiérarchie se rigidifie encore. Chaque ajustement local est suspect. Chaque initiative non autorisée est perçue comme une menace potentielle. Le système se referme sur lui-même. Il privilégie la conformité à l'efficacité. Cette fermeture accroît la distance entre ceux qui décident et ceux qui exécutent. Les humains, dans ce contexte, sont soumis à des règles qu'ils n'ont pas contribué à élaborer. Leur marge d'action est réduite. Pourtant, leur capacité d'adaptation demeure. Ils développent des pratiques informelles, des solutions locales. Ces pratiques ne sont pas officiellement reconnues, mais elles permettent au système de fonctionner malgré ses rigidités. Cette coexistence entre ordre officiel et pratiques informelles est instable. Les Anunnaki associés à la Terre observent cette situation avec inquiétude. Ils voient que l'obéissance forcée ne garantit pas la stabilité. Elle masque les problèmes sans les résoudre. Mais leurs alertes, si elles existent, ne sont pas consignées de manière explicite. Les tablettes restent silencieuses sur les débats internes. Elles enregistrent seulement les décisions finales. Ce silence est lourd de sens. Il indique que la désobéissance n'est pas un sujet ouvertement discuté. Elle est traitée comme une anomalie à corriger, non comme un signal à interpréter. Cette approche empêche toute réforme en profondeur. Le système s'adapte par contrainte plutôt que par compréhension. À ce stade, l'ordre n'est plus un équilibre naturel. Il est un état maintenu artificiellement. La hiérarchie fonctionne, mais elle est sous tension permanente. Chaque règle supplémentaire renforce l'édifice, tout en fragilisant ses fondations. Les tablettes montrent un système qui tient encore, mais dont la cohésion repose sur un effort constant. Cette situation prépare une transformation inévitable. Lorsque l'ordre dépend entièrement de la contrainte, il perd sa légitimité. Lorsque la hiérarchie ne peut plus intégrer les réalités qu'elle gouverne, elle devient vulnérable. Les textes ne décrivent pas encore cette rupture, mais ils en dessinent les contours. Car au-delà de l'obéissance et de la désobéissance, une question plus profonde commence à émerger. Qui définit les lois? Qui en comprend les conséquences? Et jusqu'où un ordre peut-il être imposé sans se dissoudre de l'intérieur? C'est autour de cette question que les prochaines décisions des Anunnaki vont se cristalliser lorsque les règles elles-mêmes deviendront un enjeu central du conflit silencieux qui se prépare. À mesure que l'ordre se rigidifie, les lois prennent une place centrale dans les textes. Elles ne sont plus de simples repères, elles deviennent le cœur du système. Les tablettes sumériennes les présentent comme nécessaires, indiscutables, garantes d'un équilibre menacé. Pourtant, en les observant de près, une autre réalité apparaît. Ces lois ne sont pas éternelles. Elles évoluent, se renforcent, se contredisent parfois. Et dans ces ajustements successifs, leurs limites deviennent visibles. Les lois divines sont souvent décrites comme émanant du ciel. Elles descendent vers la terre, portées par l'autorité d'Enlil et validées par l'Assemblée. Leur formulation est abstraite. Elles s'appliquent à tous, sans distinction apparente. Cette universalité est présentée comme une preuve de justice, mais elle révèle aussi une difficulté à prendre en compte la diversité des situations terrestres. Dans les premiers temps,
Les lois semblent fonctionner comme des cadres généraux. Elles définissent ce qui est attendu, ce qui est interdit, ce qui doit être maintenu. Elles laissent une certaine marge d'interprétation. Puis, progressivement, cette marge se réduit. Les règles deviennent plus précises, plus contraignantes. Chaque comportement est encadré. Chaque déviation est anticipée. Cette précision excessive trahit une inquiétude. Un système confiant n'a pas besoin de tout prévoir. Les tablettes montrent que ces lois sont souvent promulguées en réponse à des déséquilibres. Une crise survient, une règle est ajoutée, un problème persiste, une sanction est renforcée. Cette logique réactive transforme le droit en un empilement de corrections. Les lois ne forment plus un ensemble cohérent, mais une accumulation de réponses à des situations spécifiques, généralisées a posteriori. Cette accumulation crée des tensions internes. Certaines règles entrent en conflit avec d'autres. Certaines obligations deviennent incompatibles. Les textes ne reconnaissent pas explicitement ces contradictions. Ils les laissent coexister. Ce silence est révélateur. Il suggère que l'autorité préfère maintenir l'apparence de la cohérence plutôt que d'admettre ses failles. La limite principale de ces lois apparaît lorsqu'elles sont appliquées sur Terre. Là où le ciel voit des principes, la Terre connaît des contraintes. Les ressources varient, les conditions changent, les humains réagissent de manière imprévisible. Une loi conçue pour préserver l'ordre peut, dans certains contextes, produire l'effet inverse. Les tablettes enregistrent ces effets indirects sans les analyser. Elles notent les conséquences, pas les causes. Enki, encore une fois, se trouve au cœur de cette tension. Il comprend que la loi, lorsqu'elle devient trop rigide, cesse d'être un outil d'équilibre. Elle devient un facteur de désordre. Ses interventions visent souvent à contourner une règle devenue inapplicable. Il ne l'abolit pas, il la rend viable. Cette posture révèle une conception différente du droit. Pour Enki, une loi n'a de valeur que si elle fonctionne. Cette conception pragmatique entre en conflit avec celle d'Enlil. Pour Enlil, la loi incarne l'ordre. La modifier ou l'adapter revient à affaiblir cet ordre. Même lorsque ses effets sont négatifs, la loi doit être maintenue, car céder serait reconnaître une limite. Et reconnaître une limite serait ouvrir la porte à la contestation. Les tablettes montrent que cette divergence n'est jamais tranchée. Elle est gérée par compromis implicite. Certaines lois sont appliquées strictement, d'autres sont interprétées plus souplement. Mais cette souplesse n'est jamais officielle. Elle dépend des acteurs locaux, de leur compréhension, de leur courage. Cette dépendance accroît l'incertitude. La loi n'est plus un repère clair, elle devient une source d'ambiguïté. À mesure que cette ambiguïté s'installe, la légitimité des lois commence à s'éroder. Non pas parce qu'elles sont contestées ouvertement, mais parce qu'elles ne correspondent plus à l'expérience vécue. Les humains, confrontés à des règles impraticables, développent des pratiques alternatives. Ils respectent la lettre lorsque c'est possible, l'esprit lorsqu'ils le peuvent. Cette adaptation silencieuse est une forme de désengagement. Les Anunnaki observent cette situation avec inquiétude. Les lois sont respectées en apparence, mais leur efficacité diminue. Pour un pouvoir central, cette situation est dangereuse. Elle donne l'illusion du contrôle tout en masquant une perte réelle d'influence. Les tablettes reflètent cette inquiétude par une multiplication des rappels, des serments, des sanctions exemplaires. Ces sanctions ne visent pas seulement à punir, elles servent à rappeler que la loi émane d'une autorité supérieure. Elles renforcent le caractère sacré des règles. Mais cette sacralisation a un effet paradoxal. Elle rend les lois intouchables, même lorsqu'elles échouent. Elle empêche toute remise en question constructive. Les limites des lois apparaissent aussi dans leur temporalité. Elles sont conçues pour un état du monde donné. Or, le monde change. Les tablettes montrent que certaines règles deviennent obsolètes, mais continuent d'être appliquées. Leur maintien crée des tensions supplémentaires. Le système s'accroche à des cadres qui ne correspondent plus à la réalité qu'ils sont censés réguler. Cette inertie juridique est particulièrement visible dans la gestion de l'humanité. Les lois qui encadrent les humains sont souvent strictes, parfois excessives. Elles visent à limiter leur autonomie, à prévenir toute déviation. Pourtant, les humains évoluent. Ils apprennent, ils s'organisent. Les règles ne suivent pas ce rythme. Elles restent figées. Cette discordance crée un fossé croissant entre l'ordre imposé et la vie réelle. Les tablettes ne présentent pas les lois comme injustes. Elles les présentent comme nécessaires. Mais la nécessité, lorsqu'elle est invoquée trop souvent, devient une justification vide. Elle masque l'incapacité à adapter le système. Cette incapacité n'est pas due à un manque de compréhension,
mais à un refus de reconnaître les limites de l'autorité. À ce stade, les lois ne sont plus seulement des outils de gouvernance, elles deviennent des symboles. Elles représentent la continuité du pouvoir, la permanence de l'ordre céleste. Les modifier serait admettre que cet ordre est faillible. Cette admission est évitée à tout prix, même lorsque les conséquences deviennent visibles. Les figures intermédiaires, prises entre la loi et la réalité, se retrouvent dans une position intenable. Appliquer strictement les règles peut provoquer des déséquilibres locaux. Les adapter peut être interprété comme une désobéissance. Cette tension constante épuise le système. Elle transforme chaque décision en dilemme. Les tablettes enregistrent cette fatigue de manière indirecte. Elles mentionnent des retards, des interruptions, des révisions. Elles montrent un système qui hésite, qui corrige sans jamais remettre en question ses fondements. Cette hésitation est le signe d'une limite atteinte. Les lois, conçues pour maintenir l'ordre, révèlent ainsi leur propre fragilité. Elles ne peuvent fonctionner que dans un cadre qui accepte le changement. Lorsqu'elles deviennent rigides, elles cessent d'être un soutien. Elles deviennent un poids. Les Anunnaki, en cherchant à préserver l'ordre par la loi, se retrouvent confrontés à une contradiction fondamentale. Car un ordre qui ne peut plus évoluer finit par se défendre contre la réalité elle-même. Et lorsque les lois deviennent plus importantes que le monde qu'elles régissent, la fracture entre ciel et terre s'élargit encore. Cette fracture ne se manifeste pas par une explosion immédiate, mais par une perte progressive de sens. Les textes suggèrent que cette perte est perçue, au moins par certains. Elle se traduit par des silences, des omissions, des récits interrompus. Comme si les scribes eux-mêmes avaient du mal à concilier les règles qu'ils gravaient avec les événements qu'ils observaient. À ce point du récit, les lois divines apparaissent pour ce qu'elles sont devenues. Non plus des garantes d'équilibre, mais des remparts fragiles dressés contre un monde en transformation. Et derrière ces remparts, une question demeure, de plus en plus pressante. Que se passe-t-il lorsque même les lois sacrées ne suffisent plus à contenir les tensions qu'elles étaient censées apaiser, et que le silence devient le seul moyen de préserver l'apparence de l'ordre? À partir d'un certain point, les tablettes cessent de dire certaines choses. Ce n'est pas une absence totale de récit, mais une raréfaction sélective. Des événements semblent se produire sans être nommés. Des décisions ont des effets visibles, mais leurs causes ne sont plus consignées. Ce silence n'est pas accidentel. Il apparaît précisément lorsque les tensions internes atteignent un seuil où les mots deviennent dangereux. Les scribes sumériens maîtrisent l'art de l'omission. Lorsqu'un sujet devient trop sensible, il n'est pas nié. Il est contourné. Les textes continuent, mais ils glissent. Ils changent de focale. Ils décrivent les conséquences sans évoquer l'origine. Cette méthode permet de préserver la continuité apparente du récit tout en effaçant les points de fracture. Les premières ruptures ne prennent donc pas la forme de déclarations officielles. Elles se manifestent par des absences. Un dieu autrefois central n'est plus mentionné dans un contexte précis. Une fonction disparaît sans être réattribuée clairement. Un lieu cesse d'être associé à une autorité définie. Ces détails, pris isolément, peuvent sembler anodins. Ensemble, ils dessinent un paysage instable. Le silence est particulièrement frappant lorsqu'il concerne les décisions collectives. Les assemblées divines, autrefois décrites avec précision, deviennent plus rares dans les textes. Lorsqu'elles sont mentionnées, leurs délibérations ne sont plus détaillées. Les résultats sont annoncés sans discussion préalable. Cette évolution suggère que le consensus n'est plus une évidence et qu'enregistrer les débats pourrait révéler des désaccords trop profonds. Ce glissement affecte la manière dont l'autorité est perçue. Les décisions semblent désormais descendre du ciel sans passer par un processus visible. Cette opacité renforce l'image d'un pouvoir absolu, mais elle masque aussi une fragilité. Lorsqu'une autorité cesse d'expliquer ses choix, elle cesse également de les légitimer pleinement. Les tablettes montrent que certaines lois ou directives apparaissent soudainement, sans contexte. Elles sont présentées comme nécessaires, mais leur justification n'est pas donnée. Cette absence de justification est révélatrice. Elle indique que les raisons réelles ne pouvaient pas être inscrites sans risquer de remettre en cause l'ordre établi. Le silence entoure également les figures intermédiaires. Certains dieux, autrefois actifs dans la gestion terrestre, voient leur présence diminuer. Ils ne sont pas officiellement déchus. Ils sont simplement moins cités. Leur rôle semble se dissoudre dans l'arrière-plan. Cette marginalisation silencieuse est une forme de sanction qui ne dit pas son nom. Enki, bien que toujours présent, apparaît de manière plus indirecte. Ses interventions deviennent allusives.
elles sont suggérées plutôt que décrites. Cette discrétion contraste avec son rôle antérieur, plus visible. Elle suggère une nécessité de prudence. Agir devient possible, mais en restant dans l'ombre. Le silence n'est pas seulement imposé par le sommet, il est aussi adopté par ceux qui observent. Les scribes eux-mêmes semblent hésiter. Certains récits sont fragmentaires, d'autres s'interrompent brusquement. Il est tentant d'y voir des pertes matérielles. Mais la cohérence de ces interruptions suggère autre chose, une retenue volontaire. Dans les sociétés anciennes, le silence est souvent un outil de survie. Dire moins, c'est risquer moins. Les tablettes, en tant qu'objet durable, figent la parole. Ce qui est gravé ne peut être retiré. Les scribes savent que certaines vérités, une fois inscrites, ne peuvent être effacées. Le silence devient alors une forme de protection. Ce silence s'étend également à la gestion des échecs. Les textes mentionnent des déséquilibres persistants, des crises récurrentes, mais ils évitent de reconnaître l'inefficacité de certaines décisions. Les erreurs ne sont pas attribuées à des choix précis. Elles sont présentées comme des phénomènes diffus, presque naturels. Cette dépersonnalisation empêche toute remise en cause ciblée. À mesure que les ruptures s'accumulent, le silence devient une structure. Il organise le récit autant que les mots. Ce qui n'est pas dit acquiert une importance égale à ce qui est écrit. Le lecteur attentif comprend que les absences ne sont pas des vides, mais des indices. Les humains, dans ce contexte, sont peu mentionnés. Leur rôle semble figé. Pourtant, leur présence continue de produire des effets. Les tablettes notent des changements sociaux, des ajustements, des réorganisations, mais elles évitent de relier ces changements aux décisions divines spécifiques. La chaîne de causalité est rompue. Cette rupture protège l'autorité en rendant ses responsabilités floues. Le silence affecte aussi la mémoire collective. En ne nommant pas les conflits, on empêche leur transmission claire. Les générations suivantes héritent d'un récit lissé où les tensions sont transformées en abstractions. Les mythes ultérieurs rempliront ces vides avec des symboles, des récits moralisateurs, des explications simplifiées. Mais les tablettes originelles conservent la trace brute de ce silence. Il est important de noter que ce silence n'est pas total. Il est sélectif. Certains sujets continuent d'être traités avec précision. Les rituels, les lois, les hiérarchies formelles sont détaillés. Ce contraste renforce l'étrangeté des omissions. Plus un système décrit minutieusement ses règles, plus l'absence d'explication sur leurs origines devient frappante. Les premières ruptures concernent avant tout la cohésion interne des Anunnaki. Les textes suggèrent que des décisions majeures sont prises sans unanimité. Mais cette absence d'unanimité n'est jamais mentionnée. Elle est masquée par des formulations impersonnelles. Les décisions sont attribuées à l'ordre lui-même, non à des individus. Cette stratégie linguistique permet de dissoudre la responsabilité. Si une décision émane de l'ordre, elle ne peut être contestée. Elle devient une nécessité abstraite. Mais cette abstraction a un coût. Elle éloigne encore davantage l'autorité de la réalité vécue sur Terre. Le silence autour des ruptures crée une tension latente. Les problèmes ne disparaissent pas. Ils se déplacent. Ils réapparaissent sous d'autres formes. Les textes enregistrent ces réapparitions sans les relier entre elles. Cette fragmentation empêche une compréhension globale, mais elle révèle une instabilité persistante. À ce stade, il devient clair que le conflit n'est plus seulement une question de loi ou de territoire. Il est devenu une question de narration. Qui a le droit de dire ce qui se passe ? Qui décide de ce qui mérite d'être gravé ? Le silence devient un outil de pouvoir aussi important que la loi. Les Anunnaki, en contrôlant le récit, tentent de préserver l'apparence de l'unité. Mais cette unité est de plus en plus fragile. Les ruptures, bien que tues, continuent de produire des effets. Elles modifient les relations, les rôles, les attentes. Le système change sans l'admettre. Les tablettes, dans leur retenue, témoignent de cette transformation. Elles ne crient pas la crise, elles la murmurent par leur silence. Et dans ce murmure, une question commence à émerger sans être formulée. Jusqu'à quel point un système peut-il survivre en refusant de nommer ses propres fractures, et que se passe-t-il lorsque le silence devient la seule réponse possible à des tensions qu'il n'est plus permis de reconnaître ? À mesure que le silence s'installe autour des ruptures internes, un autre thème revient avec une régularité presque mécanique, celui du travail. Les tablettes sumériennes parlent souvent de tâches, de charges, de fonctions à remplir. Ce langage n'est pas symbolique. Il est précis, répétitif, parfois insistant. Il décrit un système qui repose sur une répartition des responsabilités devenue problématique.
Dans les récits les plus anciens, les Anunnaki accomplissent eux-mêmes les travaux nécessaires à l'organisation du monde. Ils creusent des canaux, établissent des infrastructures, assurent la stabilité des cycles. Cette implication directe suggère un rapport étroit entre autorité et responsabilité. Celui qui décide est aussi celui qui agit. Mais cette configuration ne dure pas. Progressivement, les textes évoquent une fatigue croissante parmi les dieux subalternes. Leurs tâches sont décrites comme lourdes, répétitives, interminables. Le vocabulaire utilisé n'évoque ni punition ni sacrifice sacré. Il évoque une charge excessive, une usure. Cette lassitude n'est pas présentée comme une faiblesse morale, mais comme une limite fonctionnelle. Le système exige plus qu'il ne peut fournir. Cette situation conduit à une décision majeure, la création de l'humanité. Les tablettes décrivent cet événement sans emphase. Il n'est pas présenté comme un acte d'amour ou de générosité. Il est décrit comme une solution, une réponse pragmatique à un problème de gestion. Les humains sont conçus pour travailler, pour assumer des tâches que les Anunnaki ne peuvent plus ou ne veulent plus accomplir directement. Ce point est souvent atténué dans les interprétations ultérieures, mais dans les textes originaux, il est central. L'humanité n'est pas créée pour être admirée ou protégée. Elle est créée pour stabiliser un système en tension. Cette origine fonctionnelle marque profondément la relation entre les dieux et les hommes. Les responsabilités confiées aux humains sont clairement définies. Ils cultivent, construisent, entretiennent. Leur rôle est de maintenir l'ordre matériel pendant que l'autorité se concentre ailleurs. Cette délégation modifie l'équilibre du système. Les Anunnaki deviennent superviseurs plutôt qu'acteurs. Leur responsabilité se transforme. Elle devient plus abstraite. Mais cette transformation a des conséquences inattendues. En déléguant le travail, les Anunnaki délèguent aussi une partie du contrôle. Les humains, en accomplissant leurs tâches, développent des compétences, des savoirs, des routines. Ils acquièrent une autonomie relative. Cette autonomie n'est pas prévue. Elle émerge naturellement de la pratique. Les tablettes ne décrivent pas cette émergence comme une menace immédiate. Elles la notent à peine. Mais elles enregistrent des ajustements dans la manière dont les humains sont encadrés. De nouvelles lois apparaissent. Des limites sont fixées. Ces mesures visent à contenir une autonomie qui n'a pas été anticipée. La responsabilité devient alors un concept ambigu. Les humains sont responsables de leur travail, mais pas de leurs conditions. Ils sont tenus de produire, mais ils ne participent pas aux décisions qui structurent leur existence. Cette dissociation crée un déséquilibre. Un système où la responsabilité est unilatérale est instable. Les Anunnaki, de leur côté, voient leur responsabilité se diluer. En se retirant du travail direct, ils se concentrent sur la législation et la supervision. Mais cette distance les éloigne des conséquences concrètes de leurs décisions. Lorsqu'un problème survient, il est difficile de déterminer qui en est responsable. Le ciel a décidé, la terre a exécuté, l'échec devient diffus. Les tablettes montrent que ce flou s'installe progressivement. Les erreurs ne sont plus attribuées à des choix précis. Elles sont présentées comme des déséquilibres généraux. Cette présentation protège l'autorité, mais elle empêche toute correction ciblée. Le système perd en capacité d'apprentissage. Les dieux subalternes, initialement soulagés par la délégation du travail, se retrouvent dans une position intermédiaire. Ils supervisent les humains sans disposer d'une autorité pleine. Ils doivent faire appliquer des règles qu'ils n'ont pas définies. Cette position est inconfortable. Elle génère des tensions supplémentaires. Enki apparaît une fois encore comme une figure clé dans cette configuration. Il intervient dans la création de l'humanité, non pour l'asservir, mais pour la rendre viable. Il apporte des ajustements, des connaissances, des mécanismes. Ces interventions montrent qu'il perçoit les humains non seulement comme des travailleurs, mais comme des éléments d'un système vivant. Cette perception contraste avec celle d'Enlil, plus attachée à la fonction qu'à la dynamique. Pour Enlil, la création a un objectif clair, réduire la charge des Anunnaki et restaurer l'ordre. Si cet objectif est atteint, le reste est secondaire. Les conséquences à long terme ne sont pas centrales dans cette logique. Les tablettes reflètent cette divergence par des récits où les humains sont tantôt strictement encadrés, tantôt discrètement aidés. Cette incohérence n'est pas expliquée. Elle résulte de décisions prises selon des logiques différentes. Le système tente de fonctionner avec deux conceptions incompatibles de la responsabilité. La question du travail révèle ainsi une fracture plus profonde. Qui porte la responsabilité du monde ? Ceux qui décident depuis le ciel ? Ou ceux qui agissent sur la terre ?
Tant que cette question reste implicite, le système tient. Mais à mesure que les humains deviennent indispensables, cette ambiguïté devient problématique. Les tablettes suggèrent que certains déséquilibres sont directement liés à cette délégation massive. Les infrastructures se développent. Les sociétés humaines deviennent plus complexes. Cette complexité génère de nouveaux besoins, de nouvelles tensions. Le système initial, conçu pour une humanité fonctionnelle et limitée, peine à suivre cette évolution. Les Anunnaki répondent par des lois supplémentaires, des restrictions, des rappels à l'ordre. Mais ces réponses traitent les symptômes, pas la cause. La cause réside dans une délégation de responsabilités sans redistribution du pouvoir. Les humains travaillent, mais ne décident pas. Les dieux décident, mais n'assument plus les conséquences directes. Ce déséquilibre n'est pas présenté comme une injustice. Les textes ne portent pas de jugement moral. Ils décrivent un système qui fonctionne de plus en plus difficilement. Les ajustements deviennent fréquents. Les interventions se multiplient. Le silence autour des causes persiste. Les responsabilités, autrefois clairement définies, deviennent floues. Le travail, autrefois partagé, devient une source de tension. La création, conçue comme une solution, introduit une complexité nouvelle. Cette complexité n'est pas maîtrisée. Elle est contenue. Les tablettes montrent que ce containment a un coût. Les tensions s'accumulent sous la surface. Les décisions deviennent plus radicales. Les interventions plus lourdes. Le système, en cherchant à préserver l'ordre, s'éloigne de l'équilibre. À ce stade, il devient évident que la question n'est plus seulement celle du travail, mais celle de la responsabilité collective. Qui assume les conséquences des choix faits au sommet, qui supporte le poids des ajustements nécessaires. Et que se passe-t-il lorsque ceux qui portent le monde ne sont plus ceux qui en définissent les règles ? Cette question reste sans réponse explicite dans les tablettes. Elle est laissée en suspens, comme tant d'autres. Mais ses effets sont visibles. Ils préparent le terrain pour une phase où la gestion du système ne suffira plus, où les décisions devront être prises sans consensus, sans partage, sans retour possible. Et lorsque cette étape sera franchie, le conflit silencieux entrera dans une nouvelle dimension. Il arrive un moment où la gestion cesse d'être un ensemble de décisions techniques. Elle devient une source de tension en elle-même. Les tablettes sumériennes laissent entendre que ce seuil est franchi sans annonce, sans déclaration formelle. Rien ne dit explicitement que le système entre en crise. Pourtant, tout indique que les mécanismes conçus pour maintenir l'équilibre commencent à produire l'effet inverse. La gestion, dans les premiers temps, repose sur l'adaptation. Les Anunnaki observent, ajustent, corrigent, les décisions sont prises en fonction de besoins identifiés. Mais à mesure que les responsabilités se fragmentent et que le centre de pouvoir se retire, la gestion perd son caractère souple. Elle devient normative. Elle cherche moins à comprendre qu'à standardiser. Ce basculement est perceptible dans le langage. Les tablettes parlent de plus en plus de conformité, de respect des cadres, de maintien de l'ordre. Les décisions ne sont plus présentées comme des réponses à des situations particulières, mais comme des applications nécessaires de principes généraux. Cette abstraction est une rupture. Elle signale que la gestion n'est plus ancrée dans le réel, mais dans la préservation d'un modèle. Lorsque la gestion devient abstraite, chaque problème est interprété comme une déviation. Chaque écart devient suspect. Le système cesse de voir les dysfonctionnements comme des signaux. Il les traite comme des menaces. Cette logique transforme progressivement la relation entre gouvernants et gouvernés. La confiance est remplacée par la surveillance, l'ajustement par la contrainte. Les tablettes ne décrivent pas ce changement comme une volonté consciente de domination. Elles le montrent comme une dérive fonctionnelle. Plus le système est sous pression, plus il cherche à se protéger. Et plus il se protège, plus il rigidifie ses procédures. Cette rigidification réduit sa capacité d'adaptation, ce qui accroît la pression. Le cercle se referme. Les figures intermédiaires, chargées de mettre en œuvre cette gestion, sont les premières à en ressentir les effets. Elles doivent appliquer des directives de plus en plus éloignées des réalités qu'elles connaissent. Chaque décision devient un compromis impossible. Respecter la règle peut provoquer un déséquilibre local. L'adapter peut être interprété comme une transgression. Les tablettes enregistrent cette situation par des allusions répétées à des retards, des hésitations, des révisions. Le rythme des décisions ralentit. Les corrections se multiplient. Le système semble fonctionner en permanence en mode de réparation. Cette instabilité n'est jamais nommée comme telle. Elle est intégrée au fonctionnement quotidien.
Anki, encore une fois, se trouve au cœur de cette phase critique. Son rôle de gestionnaire pragmatique devient de plus en plus incompatible avec la logique abstraite du centre. Ses interventions, autrefois perçues comme nécessaires, deviennent problématiques. Elles révèlent les failles d'un système qui prétend à la cohérence totale. En corrigeant les effets négatifs, il met en lumière les causes. Cette mise en lumière est dangereuse. Elle menace l'apparence d'unité. Les tablettes suggèrent que certaines interventions d'Enki sont désormais tolérées plutôt qu'acceptées. Elles sont perçues comme des exceptions embarrassantes, non comme des solutions à intégrer. Cette marginalisation progressive est un signe clair que la gestion est devenue un enjeu politique. Lorsque la gestion devient politique, chaque décision est interprétée à travers le prisme du pouvoir. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce qui fonctionne, mais de savoir qui décide. Les conflits ne portent pas sur les résultats, mais sur l'autorité. Cette transformation est fondamentale. Elle marque le passage d'un système fonctionnel à un système défensif. Les tablettes montrent que certaines décisions sont prises malgré des avertissements implicites. Les conséquences négatives sont connues, mais jugées acceptables au nom de l'ordre. Cette priorisation révèle une hiérarchie nouvelle des valeurs. La stabilité symbolique prime sur la viabilité concrète. Le système choisit de préserver son image plutôt que son efficacité. Ce choix n'est jamais formulé explicitement. Il se manifeste par des décisions répétées qui vont toutes dans le même sens. Les règles sont maintenues même lorsqu'elles échouent. Les ajustements sont limités. Les responsabilités ne sont pas redistribuées. Cette persistance indique une peur profonde de perdre le contrôle. La gestion devient alors un terrain de confrontation silencieuse. Ceux qui voient les limites du système tentent de les compenser discrètement. Ceux qui détiennent l'autorité formelle renforcent les cadres. Chaque camp agit selon sa logique sans chercher à affronter l'autre directement. Le conflit reste feutré, mais il structure désormais l'ensemble des décisions. Les humains, dans cette phase, sont de plus en plus affectés par des décisions qui semblent incohérentes. Les règles changent sans explication. Les attentes sont contradictoires. Les sanctions deviennent imprévisibles. Les tablettes n'entrent pas dans le détail de ces expériences humaines, mais elles en montrent les effets à travers des réorganisations sociales répétées. La gestion, censée assurer la stabilité, devient une source d'instabilité. Chaque intervention crée de nouveaux déséquilibres. Le système réagit en ajoutant des règles, en renforçant les contrôles. Cette réaction aggrave le problème. Plus la gestion se complexifie, plus elle devient opaque, même pour ceux qui la mettent en œuvre. Les tablettes laissent entendre que certains Anunnaki commencent à se retirer de la gestion active. Non par désintérêt, mais par impossibilité. Le cadre est devenu trop rigide pour permettre une action efficace. Se retirer est parfois la seule manière d'éviter de participer à un système que l'on ne peut plus infléchir. Ce retrait accentue encore la concentration du pouvoir. Les décisions sont prises par un cercle de plus en plus restreint. La diversité des points de vue disparaît. Le système gagne en cohérence apparente, mais perd en résilience. Il devient vulnérable aux chocs qu'il ne sait plus anticiper. La gestion, dans cette configuration, n'est plus un outil. Elle est un champ de bataille silencieux. Chaque règle est un marqueur d'autorité. Chaque exception est une fissure. Les tablettes montrent que cette situation n'est pas transitoire. Elle s'installe. Elle devient la norme. Il est significatif que les récits deviennent plus impersonnels à ce stade. Les décisions sont attribuées à des principes abstraits, à l'ordre, à la nécessité. Les acteurs disparaissent derrière les formulations. Cette dépersonnalisation protège les figures centrales. Elle empêche d'identifier des responsabilités précises. Mais cette protection a un coût. Elle empêche toute correction consciente. Sans acteurs identifiables, il n'y a plus de débat possible. Le système se fige. Il continue d'agir, mais sans capacité d'auto-évaluation. Cette absence de retour critique est le signe d'un conflit latent devenu structurel. Les tablettes, en refusant de nommer ce conflit, en témoignent malgré elles. Elles montrent un système qui fonctionne encore, mais contre lui-même. Chaque décision vise à préserver l'ordre, mais contribue à l'éroder. Cette contradiction est le cœur du problème. À ce stade, la gestion n'est plus un moyen. Elle est devenue la finalité. Maintenir le cadre importe plus que ce que le cadre est censé produire. Cette inversion annonce une rupture plus profonde encore. Car lorsque la gestion se transforme en conflit, les décisions cessent d'être des ajustements. Elles deviennent des choix irréversibles. Et ces choix, pris sans consensus,
sans retour, sans reconnaissance des limites, vont bientôt produire des conséquences qu'aucune règle ne pourra contenir. Car un système qui ne peut plus se corriger lui-même finit toujours par se confronter à ses propres contradictions, et lorsque cette confrontation a lieu, elle ne se fait plus dans le silence. À partir du moment où la gestion devient un terrain de confrontation silencieuse, les décisions cessent progressivement d'être collectives. Les tablettes sumériennes n'annoncent jamais explicitement ce basculement. Elles ne disent pas que le consensus disparaît. Elles montrent simplement que les décisions sont désormais présentées comme acquises, sans trace de délibération. Le débat, autrefois implicite mais perceptible, se dissout dans une autorité qui ne se justifie plus. Dans les récits antérieurs, les décisions majeures s'inscrivent dans un cadre collectif. Même lorsque l'issue semble inévitable, le processus est évoqué. Les assemblées sont mentionnées, les avis sont parfois suggérés. Puis, progressivement, cette mise en scène disparaît. Les décisions apparaissent comme des faits. Elles sont proclamées, non discutées. Cette transformation est l'un des signes les plus clairs d'une rupture interne. Le consensus ne disparaît pas parce qu'il est inutile. Il disparaît parce qu'il est devenu impossible. Les divergences sont trop profondes, les visions incompatibles. Les tablettes évitent de montrer cette incompatibilité. Elles préfèrent effacer le processus plutôt que d'exposer l'échec de l'accord. Cette stratégie protège l'image d'un ordre unifié, mais elle masque une fragmentation irréversible. Les décisions prises sans consensus ont une caractéristique commune. Elles sont souvent radicales. Elles laissent peu de place à l'ajustement. Elles tranchent là où, auparavant, on négociait. Cette radicalité n'est pas présentée comme un choix idéologique. Elle est présentée comme une nécessité. Le langage utilisé insiste sur l'urgence, sur l'inévitabilité, sur l'ordre à préserver. Enlil est de plus en plus associé à ce type de décision. Son autorité, déjà centrale, devient exclusive. Les tablettes lui attribuent des décrets globaux appliqués sans consultation visible. Cette concentration du pouvoir n'est pas décrite comme une prise de contrôle. Elle est décrite comme une réponse à une situation devenue ingérable par les moyens habituels. Cette évolution n'est pas sans résistance. Mais cette résistance n'est plus exprimée ouvertement. Elle se manifeste par des silences, des détours, des interventions discrètes. Enki, encore une fois, incarne cette opposition feutrée. Il n'annule pas les décisions. Il tente d'en limiter les effets. Mais ses marges de manœuvre se réduisent. Chaque décision sans consensus restreint un peu plus l'espace de l'adaptation. Les tablettes suggèrent que certaines décisions sont prises malgré des conséquences connues. Les risques sont acceptés. Les déséquilibres anticipés sont jugés secondaires. Ce choix révèle une priorité claire. Maintenir l'autorité importe plus que préserver l'équilibre fonctionnel. Cette inversion est cruciale. Elle marque le moment où le pouvoir se détache de sa finalité initiale. Les humains subissent directement les effets de ces décisions. Les règles changent brusquement, les structures sociales sont modifiées sans transition. Les attentes deviennent plus strictes, les sanctions plus lourdes. Les tablettes enregistrent ces changements sans en expliquer les raisons. Elles les présentent comme des ajustements nécessaires, sans reconnaître leur caractère imposé. Cette absence d'explication renforce le sentiment d'arbitraire. Un ordre sans consensus ne cherche plus à être compris. Il cherche à être appliqué. Cette logique transforme la relation entre gouvernants et gouvernés. La confiance déjà fragilisée disparaît presque entièrement. Elle est remplacée par la crainte et l'incertitude. Les décisions sans consensus affectent également les autres Anunnaki. Ceux qui ne participent plus au processus décisionnel voient leur rôle se réduire. Ils deviennent exécutants ou observateurs. Leur capacité d'influence s'amenuise. Cette marginalisation n'est pas annoncée. Elle est simplement vécue. Les tablettes reflètent cette évolution par une diminution de leur présence narrative. À mesure que le cercle décisionnel se resserre, la diversité des perspectives disparaît. Les décisions deviennent plus cohérentes en apparence, mais moins adaptées à la complexité du réel. Le système gagne en rigidité, ce qu'il perd en souplesse. Cette rigidité est présentée comme une force. En réalité, elle prépare la fragilité. Les tablettes montrent que certaines décisions ont des effets durables et difficiles à inverser. Des lois sont gravées sans clause de révision. Des structures sont imposées sans possibilité de retour. Ces choix irréversibles indiquent une perte de confiance dans la capacité du système à s'autoréguler. Lorsqu'on ne croit plus au dialogue, on fige. Ce figement affecte la mémoire elle-même.
Les décisions sont enregistrées comme des vérités définitives. Les alternatives ne sont pas mentionnées. Les débats, s'ils ont existé, sont effacés. Les générations suivantes héritent d'un récit où les choix semblent évidents, presque naturels. Cette naturalisation du pouvoir est l'un des effets les plus durables des décisions prises sans consensus. Le conflit, à ce stade, n'est plus seulement structurel, il devient temporel. Les décisions d'un moment figent l'avenir. Elles réduisent la capacité des générations futures à adapter le système. Cette réduction n'est pas perçue comme un problème immédiat. Elle devient visible seulement lorsque les conséquences s'accumulent. Les tablettes laissent entendre que certains déséquilibres s'aggravent après ces décisions. Les interventions correctives deviennent plus rares, plus lourdes. Le système réagit par des mesures extrêmes. Ces mesures ne sont pas décrites comme des erreurs, mais comme des réponses nécessaires à une situation devenue critique. Le cercle se referme. Enki, malgré ses efforts, ne peut plus compenser seul les effets d'un pouvoir sans consensus. Ces interventions deviennent marginales. Elles sont tolérées tant qu'elles ne remettent pas en cause l'autorité centrale. Cette tolérance conditionnelle est fragile. Elle repose sur un équilibre instable qui peut se rompre à tout moment. Les décisions prises sans consensus marquent ainsi un point de non-retour. Elles transforment la nature même du système des Anunnaki. Ce qui était une gouvernance collective, même imparfaite, devient une autorité centralisée, défensive, isolée. Cette transformation n'est pas proclamée. Elle se produit dans le silence, dans la continuité apparente. Les tablettes, en enregistrant ces décisions sans en montrer le processus, témoignent de cette rupture profonde. Elles montrent un pouvoir qui n'a plus besoin de convaincre, un pouvoir qui agit parce qu'il le peut. Cette évolution prépare inévitablement une réaction, même si celle-ci n'est pas immédiate. Car un ordre imposé sans consensus peut durer un temps. Il peut maintenir une stabilité artificielle, mais il accumule des tensions qu'aucune loi ne peut dissoudre. Et lorsque ces tensions atteignent leur seuil, elles cherchent une issue. Les décisions, autrefois prises pour préserver l'ordre, deviennent alors les causes directes d'un déséquilibre plus vaste encore, annonçant une phase où même le retrait ne suffira plus à éviter la confrontation. Lorsque les décisions cessent d'être partagées, le conflit change de nature. Il ne se manifeste pas par des affrontements visibles, ni par des récits de destruction spectaculaire. Les tablettes sumériennes ne parlent jamais d'une guerre ouverte entre les Anunnaki. Elles ne décrivent ni combat, ni vainqueur, ni défaite. Et pourtant, tout indique qu'un affrontement a eu lieu. Un affrontement qui ne s'est pas exprimé par la force, mais par la restructuration du pouvoir, par l'effacement progressif de certaines présences, par la réécriture silencieuse de la mémoire. Ce type de conflit laisse peu de traces directes. Il agit lentement. Il modifie les équilibres sans les nommer. Les tablettes témoignent de ce processus à travers des changements subtils. Des figures autrefois centrales deviennent périphériques. Des lieux perdent leur importance sans explication. Des fonctions cessent d'être mentionnées comme si elles n'avaient jamais existé. L'affrontement, s'il faut employer ce terme, ne se déroule pas sur un champ de bataille, mais dans les structures mêmes du système. Il oppose des visions incompatibles de l'ordre. L'une cherche à préserver une autorité verticale, centralisée, distante. L'autre tente de maintenir une relation fonctionnelle avec la réalité terrestre, même au prix d'adaptations constantes. Ces visions ne peuvent coexister indéfiniment. L'une finit par dominer, non par la force, mais par le contrôle du récit. Les tablettes montrent que certaines décisions ont pour effet de rendre invisibles des oppositions pourtant persistantes. En ne les nommant pas, en ne les reconnaissant pas, le système les neutralise symboliquement. Un désaccord qui n'est pas inscrit n'existe pas dans la mémoire officielle. Cette stratégie est efficace. Elle transforme un conflit actif en un passé indéterminé. La mémoire de cet affrontement se conserve donc de manière fragmentée. Elle apparaît dans les incohérences, dans les répétitions, dans les silences. Certains récits semblent incomplets, d'autres se contredisent légèrement. Ces anomalies ne sont pas corrigées. Elles sont laissées telles quelles, comme des traces résiduelles d'un processus que l'on ne peut plus expliquer ouvertement. Enki, dans ce contexte, devient une figure paradoxale, toujours présent, mais rarement central. Son rôle est évoqué sans être développé. Ses interventions sont suggérées, jamais mises en avant. Cette discrétion contraste avec son importance fonctionnelle. Elle suggère une volonté de limiter son influence narrative sans pouvoir l'effacer totalement. L'affrontement sans bataille se manifeste aussi par une redistribution durable des rôles. Certains Anunnaki ne sont plus associés à des fonctions actives.
Ils deviennent des symboles, des références lointaines. Leur pouvoir n'est pas nié, mais il est figé. Cette fossilisation est une manière de neutraliser une influence sans la détruire. Les lieux eux-mêmes portent la trace de cet affrontement silencieux. Des centres autrefois décrits comme essentiels perdent leur statut. D'autres émergent sans justification claire. Cette géographie mouvante reflète des déplacements de pouvoir. Mais ces déplacements ne sont jamais présentés comme des conséquences d'un conflit. Ils sont décrits comme des réorganisations naturelles. La mémoire humaine, dans ce processus, joue un rôle crucial. Les humains ne sont pas informés des divisions internes. Ils reçoivent des lois, des récits, des mythes. Ces récits expliquent le monde de manière cohérente mais simplifiée. Ils masquent les tensions réelles derrière des symboles compréhensibles. La mémoire collective est ainsi façonnée pour absorber le choc d'un ordre transformé sans en percevoir les causes. Les mythes ultérieurs parleront de querelles divines, de colère, de punition. Mais ces récits sont des transpositions. Ils traduisent en langage narratif ce que les tablettes administratives ne pouvaient pas dire. Ils donnent une forme émotionnelle à un conflit structurel. Ils rendent intelligible ce qui avait été volontairement obscurci. L'affrontement sans bataille laisse également des traces dans la manière dont le temps est perçu. Les récits deviennent cycliques. Les mêmes problèmes semblent revenir sous des formes différentes. Cette répétition donne l'impression d'un monde immuable, alors qu'elle reflète une incapacité à résoudre les causes profondes des déséquilibres. Le conflit n'est pas résolu, il est contenu. Les tablettes, en refusant de raconter une guerre, suggèrent que la violence directe n'était pas une option viable. Un affrontement ouvert saurait menacer l'ensemble du système. Il aurait exposé les divisions de manière irréversible. Le choix du silence, de la restructuration progressive, apparaît alors comme une stratégie de préservation. Mais cette stratégie a un coût. En effaçant les causes, on empêche toute réconciliation véritable. Le système continue de fonctionner sur des bases fragilisées. Les décisions prises pour mettre fin au conflit ne le dissolvent pas. Elles le déplacent dans la mémoire, dans les structures, dans les non-dits. L'affrontement se poursuit ainsi sous une autre forme. Il se manifeste par une méfiance accrue, par une rigidité institutionnelle, par un retrait progressif des figures centrales. Les Anunnaki, tels qu'ils apparaissent dans les textes tardifs, sont plus distants, plus abstraits. Leur présence est ressentie, mais rarement observée. Cette distance est parfois interprétée comme une disparition. Les textes ne disent pas que les Anunnaki quittent la Terre brusquement. Ils montrent plutôt une diminution graduelle de leur implication directe. Cette diminution peut être lue comme une conséquence directe de l'affrontement silencieux. Lorsque la coexistence devient impossible, le retrait devient la seule option. La mémoire de cet affrontement est donc doublement fragmentée. Elle est partiellement effacée dans les textes officiels. Elle est transformée dans les récits mythologiques. Entre les deux subsistent des indices, des contradictions, des silences. Ces indices sont suffisants pour suggérer qu'un événement majeur a eu lieu, sans permettre de le reconstituer entièrement. Les scribes, conscients de ces limites, semblent accepter cette fragmentation. Ils n'essaient pas de combler les vides, ils consignent ce qui peut l'être. Cette retenue confère aux tablettes une qualité particulière. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles enregistrent ce qui reste dissible. L'affrontement sans bataille n'est donc pas un épisode isolé. Il est un processus, un glissement progressif d'un mode de gouvernance à un autre, un déplacement du pouvoir, de la responsabilité, de la mémoire. Ce glissement transforme la relation entre le ciel et la terre, entre les dieux et les hommes, entre l'ordre et la réalité. À ce stade, il devient évident que le conflit n'a pas produit de vainqueur clair. Il a produit un retrait, une distance, une séparation durable. Les Anunnaki, en évitant la confrontation directe, ont préservé l'apparence de l'ordre, mais au prix d'une rupture profonde. Les tablettes, dans leur sobriété, portent la trace de cette rupture. Elles ne la racontent pas. Elles la montrent parce qu'elles ne disent plus. Et c'est dans cette absence que se dessine la suite du récit. Car un affrontement qui n'est jamais nommé ne disparaît pas. Il laisse des conséquences. Et ces conséquences, à long terme, modifient la trajectoire même de ceux qui ont choisi le silence comme solution. Ce choix ouvre une nouvelle phase, une phase où le retrait devient stratégie, où la présence se transforme en observation distante, où les Anunnaki cessent peu à peu d'être des acteurs directs pour devenir des figures de référence.
et c'est dans ce passage, lent et irréversible, que se prépare le moment où certains d'entre eux quitteront la scène terrestre, laissant derrière eux une mémoire incomplète et un monde désormais livré à ses propres équilibres fragiles. À un moment indéterminé, les Anunnaki cessent simplement d'être présents. Il n'y a pas d'annonce, pas de récit de départ solennel. Les tablettes ne décrivent aucun exode, aucune rupture visible entre un avant et un après. Pourtant, la différence est perceptible. Leur implication directe dans les affaires terrestres diminue, puis disparaît presque entièrement. Ce retrait n'est pas soudain. Il s'étire dans le temps, dilué dans des décisions administratives, des changements de rôle, des silences prolongés. Dans les textes les plus anciens, les Anunnaki sont proches. Ils interviennent, corrigent, supervisent. Leur présence est concrète. Puis, progressivement, ils deviennent distants. Ils ne sont plus associés à des actions spécifiques, mais à des principes, des lois, des signes. Leur autorité reste intacte en apparence, mais elle se manifeste autrement. Cette transformation marque une rupture fondamentale dans la relation entre le ciel et la terre. Le retrait ne signifie pas une abdication du pouvoir. Il s'agit plutôt d'un changement de mode d'exercice. Les Anunnaki ne gouvernent plus par la présence, mais par l'absence. Ils établissent des cadres, puis s'en retirent. Cette stratégie réduit les frictions immédiates, mais elle transfère la charge de l'équilibre sur ceux qui restent. Les humains, les figures intermédiaires, les structures locales doivent désormais fonctionner sans guidance constante. Les tablettes montrent que ce retrait est progressif. Certaines figures disparaissent plutôt que d'autres. Certaines continuent d'être mentionnées dans des contextes rituels, mais plus dans des décisions concrètes. Cette différence suggère un tri. Tous ne quittent pas la Terre de la même manière. Certains se retirent complètement. D'autres restent en tant que références symboliques. Cette diversité de trajectoires reflète probablement les divisions internes précédentes. Ceux qui étaient liés à la gestion directe, aux ajustements, aux compromis locaux, semblent disparaître plus tôt des récits. Leur rôle devient incompatible avec un système fondé sur la distance. A l'inverse, les figures associées à l'ordre abstrait, à la loi, au ciel, conservent une présence narrative plus durable. Le départ n'est jamais présenté comme une fuite. Il est décrit implicitement comme une nécessité. La Terre est devenue trop complexe, trop instable, trop imprévisible pour une gouvernance directe. Les décisions prises sans consensus ont figé des cadres qui ne peuvent plus être ajustés sans provoquer de nouvelles tensions. Le retrait devient alors une manière de préserver ce qui reste de l'ordre. Les tablettes suggèrent que ce retrait est aussi une forme de renoncement, non pas à l'autorité, mais à l'intervention. Les Anunnaki reconnaissent, sans le dire, les limites de leur système. En cessant d'agir directement, ils évitent de produire des conséquences qu'ils ne peuvent plus contrôler. Cette retenue est présentée comme de la sagesse, mais elle révèle aussi une impasse. Les humains, dans cette nouvelle configuration, héritent d'un monde structuré par des règles conçues ailleurs. Ces règles continuent de s'appliquer, mais sans ajustement. Les Anunnaki ne sont plus là pour interpréter, corriger, adapter. Cette absence crée un vide. Les sociétés humaines doivent désormais composer avec un ordre figé, parfois inadapté, mais toujours contraignant. Les tablettes montrent que les rituels prennent une importance accrue à mesure que la présence directe diminue. Les humains cherchent à maintenir un lien avec des autorités devenues lointaines. Les dieux sont invoqués, honorés, rappelés. Mais ces invocations ne produisent de plus d'intervention visible. Elles deviennent des actes de mémoire plutôt que de communication. Ce glissement transforme la nature du sacré. Il n'est plus interaction, il devient référence. Les dieux quittent la terre, mais ils restent dans les structures mentales, dans les lois, dans les récits. Leur absence physique renforce paradoxalement leur autorité symbolique. Un pouvoir distant est plus difficile à contester qu'un pouvoir présent. Les tablettes ne disent pas où vont les Anunnaki. Le ciel reste leur domaine, mais il devient inaccessible. Ce qui était autrefois un espace de circulation devient un espace de séparation. Cette fermeture est implicite. Elle se manifeste par l'absence de description, par le silence autour des déplacements, par la fin des récits de rencontres. Ce silence n'est pas comblé, il est accepté. Les scribes cessent de raconter ce qu'ils ne peuvent plus observer. Cette retenue donne aux textes tardifs une tonalité différente. Ils sont plus abstraits, plus normatifs, moins narratifs. Ils décrivent un monde où les causes sont éloignées, où les décisions semblent venir d'un ailleurs indéfinissable. Le retrait des Anunnaki modifie également la notion de responsabilité. Sans présence directe,
il devient difficile d'attribuer les déséquilibres à une autorité identifiable. Les catastrophes, les crises, les échecs sont interprétés comme des phénomènes naturels ou comme des conséquences du comportement humain. Le lien entre décision divine et réalité terrestre s'estompe. Cette dilution de la responsabilité protège le pouvoir, mais elle fragilise l'ordre. Un système sans instance corrective devient rigide. Les erreurs se perpétuent. Les ajustements se font lentement, par essais et erreurs humains. Les tablettes ne décrivent pas ce processus en détail, mais elles en laissent percevoir les effets à long terme. Le départ des dieux n'est donc pas une fin. Il est une transition. Un passage d'un monde gouverné à un monde laissé à lui-même sous contrainte. Les Anunnaki ne disparaissent pas de la mémoire. Ils cessent d'être des acteurs. Ils deviennent des cadres invisibles. Cette transformation est parfois interprétée comme une élévation spirituelle. Les dieux, devenus trop grands pour la Terre, se retireraient dans une sphère supérieure. Mais les tablettes ne soutiennent pas cette lecture idéalisée. Elles montrent plutôt une fatigue, une saturation, une impossibilité de continuer comme avant. Le retrait est une solution pragmatique à un conflit insoluble. En quittant la Terre, les Anunnaki évitent une confrontation ouverte qui aurait détruit l'ordre qu'ils cherchaient à préserver. Ils laissent derrière eux un monde structuré mais vulnérable. Un monde capable de fonctionner mais sans filet. Ce choix a des conséquences durables. Les humains héritent non seulement des infrastructures et des lois, mais aussi des tensions non résolues. Ces tensions se transforment en récits, en mythes, en interprétations. La mémoire du conflit se diffuse dans la culture humaine sous des formes altérées. Les tablettes, dans leur sobriété, témoignent de cette transmission indirecte. Elles ne racontent pas le départ comme un événement. Elles le laissent apparaître comme un état de fait. Cette discrétion renforce l'impression d'un retrait réfléchi, presque administratif. À ce stade, les Anunnaki ne sont plus des gouvernants visibles, ils sont des absents structurants. Leur influence persiste, mais elle n'est plus négociable. Elle est inscrite dans les cadres qu'ils ont laissés. Cette permanence silencieuse est peut-être l'aspect le plus troublant de leur héritage, car un pouvoir qui se retire sans se dissoudre laisse derrière lui une question essentielle. Si les dieux ont quitté la Terre pour préserver l'ordre, qui est désormais chargé de l'adapter, de le corriger, de le faire évoluer. Et que devient un monde lorsque ceux qui l'ont structuré choisissent de ne plus y répondre, laissant les hommes seuls face à des règles conçues pour une époque révolue. Lorsque les Anunnaki cessent d'intervenir directement, il ne reste pas un vide absolu. Il reste un cadre, des lois, des récits, des rituels, des structures de pensée. Mais surtout, il reste une sélection. Tout ce qui a été transmis aux humains ne l'a pas été par hasard. Les tablettes sumériennes, dans leur retenue caractéristique, laissent entendre que la connaissance elle-même a fait l'objet d'un contrôle. Les humains n'héritent pas de l'ensemble de l'histoire. Ils héritent d'une version. Une version cohérente, suffisante pour maintenir l'ordre, mais incomplète. Les textes qui nous sont parvenus parlent de création, de devoir, de transgression, de sanction. Ils expliquent comment le monde fonctionne, non pourquoi il est devenu ainsi. Cette distinction est fondamentale. Les origines du système, ses tensions internes, ses échecs, ne sont jamais exposés clairement. Ils sont dissous dans des récits symboliques. Les conflits deviennent des désaccords mythiques. Les décisions politiques deviennent des volontés divines. Cette transformation n'est pas une falsification grossière. C'est une simplification fonctionnelle. Elle permet aux humains de vivre dans un monde structuré sans avoir à porter le poids d'une histoire trop instable. Les Anunnaki, en se retirant, laissent derrière eux un récit stabilisé. Ce récit présente l'ordre comme naturel, nécessaire, immuable. Il ne laisse pas de place au doute sur son origine. Les lois sont données, non discutées. Les règles sont sacrées, non négociables. Cette sacralisation protège l'ordre en empêchant toute remise en question de ses fondements. Les tablettes montrent que certaines connaissances sont transmises avec précision. Les cycles, les techniques agricoles, les calendriers, les rituels. Ces savoirs sont concrets, applicables, utiles. Ils permettent aux sociétés humaines de fonctionner efficacement. En revanche, les raisons profondes de certaines règles, les événements ayant conduit à leur adoption, sont absents. Cette asymétrie n'est pas accidentelle. En contrôlant ce qui est transmis, les Anunnaki contrôlent aussi la manière dont le monde est compris. Les humains apprennent comment obéir, comment honorer, comment réparer symboliquement. Ils n'apprennent pas comment questionner l'ordre. Cette limitation n'est pas présentée comme une oppression. Elle est intégrée comme une évidence culturelle.
Les mythes jouent ici un rôle central. Ils traduisent des événements complexes en récits accessibles. Ils donnent une forme narrative à des décisions administratives, à des restructurations politiques, à des retraits stratégiques. En transformant ces processus en histoire, on les rend mémorables sans en révéler les mécanismes réels. Les dieux, dans ces mythes, apparaissent parfois colériques, parfois bienveillants, parfois distants. Ces traits donnent l'illusion d'une psychologie divine. Mais cette personnalisation masque une réalité plus froide. Les décisions ne sont pas prises par humeur, mais par nécessité structurelle. La mythologie humanise ce qui était avant tout une gestion. Les humains, en recevant ces récits, héritent d'un monde où les causes sont lointaines, souvent incompréhensibles. Cette distance crée une dépendance. Pour comprendre le monde, il faut se référer aux dieux. Mais ces dieux ne répondent plus directement. Ils sont absents, mais leur autorité demeure intacte. Les tablettes tardives montrent une augmentation des pratiques rituelles. Les humains cherchent à maintenir un lien avec une autorité qui ne se manifeste plus. Les rituels deviennent des tentatives de communication, mais aussi des moyens de perpétuer l'ordre. Ils répètent ce qui a été transmis sans en questionner l'origine. Ce qui est autorisé à être su est donc soigneusement circonscrit. Les humains savent ce qu'ils doivent faire, mais pas pourquoi certaines structures existent. Cette limitation protège les Anunnaki, même absents. Un ordre dont l'origine est floue et plus difficile à contester. Il semble avoir toujours été là. Les scribes jouent un rôle essentiel dans ce processus. Ils ne sont pas de simples copistes. Ils sont des gardiens de la mémoire autorisée. Ils choisissent ce qui mérite d'être gravé. Ce choix n'est pas nécessairement imposé par la force. Il est intégré dans une culture où certaines questions ne se posent pas. Les silences observés dans les tablettes ne sont donc pas des lacunes accidentelles. Ils font partie du dispositif. Ils empêchent la reconstitution complète des événements. Ils fragmentent la mémoire. Cette fragmentation empêche l'émergence d'une lecture critique globale. Les humains héritent ainsi d'un monde stable en apparence, mais bâti sur des fondations qu'ils ne connaissent pas. Cette ignorance n'est pas totale. Elle est ciblée. Elle concerne précisément ce qui pourrait remettre en cause la légitimité de l'ordre laissé en place. À long terme, cette situation produit un effet paradoxal. Les humains développent leurs propres interprétations. Les mythes évoluent. Les dieux changent de visage. Les récits s'adaptent au contexte culturel. Cette plasticité montre que la mémoire n'est jamais totalement figée. Mais le noyau reste intact, l'idée d'un ordre venu d'en haut indiscutable. Les Anunnaki, en choisissant ce que les hommes peuvent savoir, ont assuré la continuité de leur influence sans présence directe. Leur retrait n'a pas signifié une perte de contrôle totale. Il a transformé le contrôle en héritage. Un héritage silencieux, difficile à retracer, mais profondément structurant. Les tablettes, en tant qu'objet matériel, incarnent cette transmission sélective. Elles portent ce qui est autorisé à être su. Elles taisent ce qui ne l'est pas. Leur sobriété n'est pas une neutralité, elle est une méthode, une manière de préserver un équilibre sans avoir à l'expliquer. Ce que les hommes savent des Anunnaki est donc à la fois beaucoup et peu. Ils connaissent leurs noms, leurs lois, leurs exigences. Ils ignorent les tensions, les échecs, les compromis. Cette ignorance n'est pas un manque, elle est une condition de stabilité. Mais cette stabilité a un prix. Elle empêche toute compréhension complète du passé. Elle laisse des zones d'ombre. Ces zones d'ombre alimentent la curiosité, les interprétations, les spéculations. Elles invitent à relire les textes, à comparer, à questionner les silences. À travers les millénaires, ces silences continuent de résonner. Ils rappellent que toute histoire transmise est aussi une histoire filtrée, que ce qui est su est souvent ce qui a été jugé utile, non ce qui a été vécu dans toute sa complexité. Les Anunnaki ont quitté la Terre, mais ils ont laissé derrière eux plus qu'un souvenir. Ils ont laissé un cadre de compréhension, un monde où certaines questions sont possibles et d'autres non. Un monde où l'ordre semble naturel, mais dont l'origine reste voilée. Et peut-être est-ce là leur héritage le plus durable. Non pas des lois ni des structures, mais une manière de penser le pouvoir, la responsabilité et le silence. Une manière qui, encore aujourd'hui, pousse à se demander non seulement ce qui a été écrit, mais surtout ce qui a été volontairement laissé hors de la pierre.